va a priori de soi. D'accord, donc là c'est encore autre chose. Donc là on est dans l'autre côté, c'est que. Alors j'aime pas beaucoup l'idéologie dominante, oui. J'aime pas beaucoup l'idéologie dominante parce que c'est comme les autres, oui, mais c'est pas grave, c'est juste que c'est important de poser, de dire de qui on parle plus précisément, c'est toujours beaucoup mieux. Quand on sait nommer ses adversaires, c'est quand il s'agit d'adversaires, on les combat mieux. Quand on affronte l'idéologie dominante, moi je ne sais pas affronter l'idéologie dominante. Je sais affronter la presse, je sais faire court, ça je sais ce que c'est. Mais l'idéologie dominante, mais ça, une fois que vous l'avez énoncé, vous êtes quasiment retiré beaucoup d'armes. Parce que qui va dire, allez, on y va ce soir, on va lutter contre l'idéologie dominante. C'est difficile, c'est pas du seul, les petits bras. Donc je comprends ce que vous voulez dire, mais. Dans mon esprit, pour être clair, mon esprit, c'est toutes les droites qui vont du Parti Socialiste au Front National. On verra, tout à l'heure on aura peut-être l'occasion de dire que Marx est un libéral, comme vous devez le savoir, et qu'à partir de là, c'est peut-être plus complexe que de laisser droite et gauche, parce que là, ça ne fait que rajouter une dimension. Non, mais c'est pas, on en reparlera, mais c'est que quand on dit droite et gauche, le problème c'est qui définit. Parce que quand on définit, on dit bah voilà, en plus ici tout va bien, parce que à peu près j'imagine qu'on est tous d'accord sur le sujet, donc si je dis mais on ne peut pas faire comme si la définition de la droite ou des droites ou des gauches allait de soi, c'est pas vrai. Il faut aussi rendre aux autres, parce que sinon on ne parle plus de démocratie dans ce cas-là. Si j'arrive et que voilà ta case, voilà tuer, là on n'a plus de démocratie, et donc alors on est censé la défendre. Je crois qu'il faut faire attention à ça, c'est pour ça que le petit détour par des mots qui sont chargés de pas de la même façon, démocratie ou libéralisme, permet d'éviter de tomber dans une sorte de substitut d'un débat gauche-droite, où au fond il n'y a même plus de débat, parce qu'on va tous être d'accord, et on va partir à 8 heures pour terrasser le capitalisme. On va citer la chaleur. Oui. Oui. Moi, j'avais un peu de mal déjà à me saisir de la question telle qu'elle est posée. Parce que si on dit démocratie et libéralisme, alors déjà, moi, je ne suis pas là. Peut-être c'est parce que je ne suis pas là la précédente fois, mais voilà, j'ai besoin de me dire de quoi je parle pour chacun de ces deux mots-là. Et ensuite, irréconciliable, pour moi, ça veut dire qu'à un moment donné de l'histoire, en tout cas, ça a été conciliable. Or, je me poserais la question finalement initiale. Est-ce que ces deux notions sont initialement conciliables ou pas? Voilà, avant de me demander si c'est irréconciliable, parce que je ne suis pas sûre que c'était jamais conciliable. Alors, c'est irréconciliable, oui, dans le sens où, aujourd'hui, c'est ça le point d'entrée, dans la mesure où, aujourd'hui, le libéralisme est présenté comme une forme de garantie de la démocratie. C'est-à-dire, s'il y a libéralisme, il y a démocratie, et s'il n'y a pas libéralisme, on ne sait pas trop dans quel type de régime on est. De ce point de vue, je suis d'accord, de ce point de vue, on peut dire que rhétoriquement, c'est conciliable, même c'est plus conciliable, parce que c'est censé être totalement confondu, et ça devient éventuellement réconciliable si on se pose le problème autrement, exactement comme vous venez de le faire, en se demandant, mais est-ce que, d'où vient ce lien? Avant de savoir s'il est vrai aujourd'hui, est-ce qu'à un moment donné, ce lien a été fait? On va voir qu'il a quand même été fait, ce lien, pas forcément sur du vide. Si me pose problème, c'est lorsqu'on dit libéralisme, lorsqu'on parle de libéralisme actuellement, est-ce que ce libéralisme n'est pas contraint de faire un recul démocratique? C'est la question que je me pose. Vous voyez? Donc, exemple, la sécurité sociale, le droit de formation, tous les acquis que nous, on croyait absolument ignobles, sont en train d'être ignorés petit à petit, un peu dans la nature. D'accord, mais moi je suis d'accord. Enfin, je rejoins la question, ça fait écho à ce qui a été dit. C'est-à-dire que si ça grignote, voilà, c'est à quel moment est-ce que ça veut dire qu'il y a nécessairement une sorte de contradiction? L'idée de notre réflexion de ce soir, c'est de savoir s'il n'y a pas une contradiction. C'est-à-dire si c'est pas soit libéralisme, soit démocratie. C'est ça la question. C'est d'aller donc jusqu'au bout et de renverser un peu la table. Mais pour ça, effectivement, il faut trouver un point de rencontre pour pouvoir discuter. Donc, la présentation consisterait à définir. Si on définit, alors je sais que vous avez normalement tous été formés c'est déjà l'introduction de 604 sur la philo, à la législation, donc on doit définir les termes du sujet. Précisément, la définition et le terme du sujet fait partie de notre réflexion. Donc si je commence à définir déjà les termes du sujet, on peut partir, c'est fini, il n'y a plus rien à réfléchir, puisque en fonction de la définition que je vais choisir, j'aurai au fond réglé le problème, dans un sens ou dans l'autre. Donc ça ne peut pas être fait comme ça. C'est pour ça qu'on doit recourir à l'histoire, parce que c'est l'histoire qui, à minimum, nous apprend que derrière un mot, il y a des réalités historiques
différentes, au point que parfois on peut même se demander s'il est légitime d'utiliser ce mot pour désigner des situations historiques si différentes. Et c'est le cas de démocratie, par exemple, hein, parce que si vous regardez les démocraties, dont je suis un peu spécialiste de l'Antiquité grecque, vous n'aurez pas du tout les mêmes réalités. Vous voyez, donc est-ce que c'est légitime d'utiliser le même mot? On peut se poser la question. Tant on pourrait même se poser la question, c'est légitime par la démocratie quand la moitié du corps civique ne vote pas, hein, c'est le cas, ce qu'on apprend en général à l'école avec la Troisième République, hein, c'est l'instauration de la démocratie, ce qui montre la moitié du corps civique vers les femmes jusqu'en 1944. Donc, alors, on tandis que c'est une démocratie masculine, bon, les démocraties masculines, les démocraties féminines, on voit qu'on est perdu et qu'on ne veut pas perdre la démocratie, donc vous voyez que derrière les mots, vous avez des définitions qui nous posent problème, c'est ça qu'il faut regarder. D'accord? Donc, l'idée de base, vous la saisissez, je crois. Donc, normalement, c'est une tarte à la crème de dire que le libéralisme, et pourquoi? Parce que le libéralisme, je vous le fais, idéologie dominante. Libéralisme égale liberté, donc il ne peut pas y avoir de démocratie sans liberté, donc il ne peut pas y avoir de démocratie sans libéralisme. Donc, vous voyez, le premier thème de notre réflexion, c'est la question de la liberté. Puisque c'est par là, au-delà même de tout. Alors, tout à l'heure, on a distingué à juste titre, puisque c'est aussi leur argumentaire, parce que maintenant ça se voit tellement que c'est problématique, qu'ils disent attention, il y a deux libéralismes. Il y a le libéralisme politique et le libéralisme économique. Alors, le libéralisme économique, on va en discuter, ça ne discute jamais, ils disent qu'ils vont en discuter, mais il y a quand même le libéralisme politique, et là, effectivement, alors là, on est vraiment en pleine dans la question de la liberté. C'est-à-dire comment envisager la démocratie sans liberté? Évidemment, ce qui n'est jamais discuté, c'est la définition de la liberté. De quoi parle-t-on quand on parle de liberté? Voilà. Et ça, c'est une question qui concerne beaucoup la gauche, voire la gauche radicale. On peut se demander quelle est la définition de la liberté. Alors, je vais prendre un petit exemple qui m'est arrivé il y a 2-3 jours. Quand on montait le mardi, les étudiants et les étudiants ont bloqué. Et évidemment, sans surprise, on a eu droit à une mail de prof dénonçant l'atteinte à la liberté. Alors, la liberté de circuler, liberté de travailler, liberté d'enseigner, liberté d'étudier, etc. Voilà. Donc, en dénonçant donc, les méthodes fascistes des étudiants qui restreignent leur liberté. Voilà. Donc, voilà un exemple d'utilisation du mot liberté. Alors, vous avez bien compris que c'est la droite, ça va de soi, mais je le dis. Mais on prendra tout à l'heure un autre exemple pour se mettre à gauche, on verra que les mêmes problèmes se posent d'une autre façon, bien entendu, mais que la liberté pose problème des deux côtés. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Comment on peut, est-ce qu'il y a une atteinte à la liberté? Comment on peut, voilà, est-ce qu'on peut répondre à ce genre d'argument? Qui est un argument? Parce qu'effectivement, il y avait quelqu'un qui arrive, qui veut aller faire son cours, qui ne conteste pas aux autres la possibilité de manifester, de faire valoir sa cause, etc. Donc, il n'y a pas de restriction de la liberté des autres. Donc, il y a bien une liberté qui est restreinte. Celle de celui ou celle qui veut enseigner, celle de ceux et celles qui veulent étudier, et ainsi de suite. Donc on a bien un constat qui est difficile de nier, qui est qu'à un moment donné, une liberté que l'on peut revendiquer pour soi par ailleurs, limitée, même de façon contextuelle dans le temps, mais on a vraiment qu'elle est limitée. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui? C'est l'instauration de la démocratie, c'est une restriction des libertés individuelles, forcément. Parce que si l'État s'installant, il installe ses lois, les lois elles servent à contenir pour le mieux les individus. Donc elle se bat, elle est construite là-dessus, en fait, la démocratie, sur le fait qui empêche que les individus se retrouvent les uns contre les autres. Enfin, voilà, ça peut émerger. Donc ça, c'est la définition libérale de la liberté. C'est pas, voilà, c'est celle-là. C'est l'idée que le collectif contraint les individus, mais, ajoute les libéraux, c'est une contrainte nécessaire. C'est-à-dire qu'on a besoin de réduire un petit peu nos libertés individuelles. Au passage, vous notez, vous m'entendez juste à l'oreille que nous sommes passés du singulier au pluriel.
j'ai fait exprès, hein, parce que les libéraux parlent surtout des libertés et non de la liberté, et ceci n'est pas par hasard. Mais voilà, les qualités font une contrainte nécessaire, ce qui veut dire qu'au fond, je déduis, il n'y a donc de liberté qu'individuelle, c'est la conséquence de ce qu'il a dit. Il n'y a de liberté qu'individuelle, le collectif est une contrainte, donc si je veux sauver ma liberté individuelle, qui est la seule liberté qui vaille, comme principe, je dois réduire autant que faire se peut les pouvoirs du collectif sur moi, puisque par définition, le collectif est donc le moins de lois possible, le moins de gouvernement possible, etc. Et là, on commence à toucher à la philosophie libérale. C'est-à-dire une philosophie du gouverner le moins possible. Voilà, agir le moins possible collectivement, puisque ça sera par définition une restriction des libertés individuelles. Je répète, ça peut donc dire que la liberté n'est qu'individuelle. Et voir ce que ça signifie. Donc, si on veut réfléchir autrement, il faut que nous envisagions une définition de la liberté qui soit pas celle-là. Parce que si nous disons que la liberté est la liberté individuelle, alors nous retrouvons ce qui vient d'être dit, qui est un raisonnement logique. Voilà. Comme du coup, cette position de la liberté individuelle ou de la liberté collective, et par rapport à l'exemple de Laurent Montaigne, pour moi, le problème, c'est que les profs ils s'opposent au collectif qui bloque l'universitaire. En fait, ils peuvent aussi faire partie d'un collectif en fait, qui est la fac. Et donc, il y a aussi un problème de définition en fait, de la collectivité. Et donc, ils sont un peu coupables dans la collectivité, puis même par rapport à ce que madame disait tout à l'heure par rapport aux lois sociales, qui ont été, je pense, prises parce que justement, on pensait d'abord au collectif. Et c'est une concept de collectif, pas seulement individuel. Et du coup, c'est aussi la liberté. Et du coup, réfléchir à son rapport à la collectivité et son rôle. Mais ça ne résout pas mon problème. C'est-à-dire, je comprends, mais ça peut être, moi, ça peut donner lieu à la même interprétation. C'est-à-dire, au nom des besoins du collectif, ben voilà, il se trouve que le problème restera toujours le même, c'est qui est le collectif, c'est-à-dire qui s'exprime. Parce que c'est pas qui est le collectif que je vais définir, le délimiter, non, qui s'exprime, c'est-à-dire qui dit que le collectif existe. C'est déjà le premier problème. Est-ce que ce genre de décision doit se prendre à la majorité, à une majorité qualifiée, à l'unanimité, puisque quand même restreindre la liberté si on considère individuelle, si on considère que c'est un droit, alors ça ne peut pas être fait comme ça au nom d'un collectif plus ou moins, etc. C'est toujours de bonnes raisons. Confère loi qui a été votée mardi, c'est aussi une bonne raison pour entraver la liberté. C'est exact que je vous fais remarquer, c'est pour que tout le monde comprenne que si on veut lutter efficacement, il faut tout mettre sur la table et pas s'autoriser un certain nombre de facilités. Ce raisonnement, c'est le raisonnement de ceux qui font des lois anti-casseurs et qui disent, au nom du collectif, c'est important, le collectif, pour protéger, etc. J'estime que c'est pas grave, ou que c'est un mal nécessaire, au nom du collectif, que de pouvoir donner au préfet le droit d'arrêter des gens qui n'ont pas encore manifesté. Au nom de ce qui pourrait éventuellement faire. D'accord, ça nous relâche les yeux. Donc, le problème du collectif, c'est que souvent on sort notre bon collectif à nous. La sécurité sociale, les droits sociaux, les semaines de congés payés. Alors là, on a tous envie de dire le collectif t'emmerde, ta liberté de salaud, ça va très bien. Et quand c'est les autres qui arrivent avec leur truc et qui disent au nom de l'ordre public, qui est aussi une manière de parler et de penser le collectif, de dire au nom de l'ordre, il faut restreindre ta liberté à toi, alors là, on vit beaucoup moins bien, et en général, on est les premiers à dire mais j'ai le droit de manifester. Vous avez en face la revendication d'une liberté individuelle qui dit je veux ma liberté de manifester, que cette loi. Vous voyez que c'est paradoxal, parce que au fond, vous êtes en philosophie, on dirait dans une aporie, parce que dans un cas, quand ça vous arrange, vous utilisez une définition de la liberté, puis quand ça vous dérange, hop, dans un truc, vous changez de définition pour pouvoir retomber sur vos pas. Et alors c'est pratique comme outil, mais c'est plus gênant parce qu'on essaye de réfléchir et de poser des choses sur la table. Vous voyez, donc si on pense que la liberté n'est pas que, voire pas du tout, la liberté individuelle, on ne peut pas s'en affranchir simplement en évoquant une nécessité. En plus, est-ce que c'est la liberté du collectif, la nécessité du collectif? Et vous voyez tout de suite que moi, personnellement, je n'aime pas beaucoup quand quelqu'un arrive et commence à me dire ce que veut le collectif. Parce que j'ai toujours le soupçon, c'est comme ça que je suis fait, que cet individu qui me dit ce que veut le collectif dit surtout ce qu'il veut lui. Voilà, c'est le problème du porte-parole. Qui porte surtout sa propre parole avant de porter la parole des autres. Donc, voilà, on voit qu'on est face à un problème. Il y a d'autres. Oui.
définition-là de liberté individuelle. La liberté, tout ça, c'était faire ce qu'on veut, mais est-ce que c'est pas la liberté, c'est plutôt avoir un panel de choix, et je fais le choix de faire ça, et du coup, si on parle exemple de l'État, l'État, c'est plutôt ça serait l'exercice optimal, donc c'est-à-dire que je fais le choix de mettre en place un plan. C'est notre ordre pour la liberté. Oui, mais dans ces cas-là, pour que la question se pose, il faudra accepter l'idée qu'on commence. C'est aussi le libéralisme, vous voyez, vous êtes beaucoup plus libéraux qu'on l'imagine. Oui, mais c'est comme ça, quand on combat le combat, quand on le fait toucher du bois là où il est réellement, et pas là où nous croyons qu'il est chez les autres. Pour accepter cette idée de l'État, etc., si je choisis l'État, ça sous-entend en termes logiques, il y a un individu qui choisit l'État, qui choisit un collectif et qui le fabrique. Et donc, d'abord, la réalité ultime, c'est l'individu qui choisit, rationnel, etc. C'est précisément le modèle des libéraux. C'est-à-dire qu'on fait le choix du collectif. Voilà. Sauf que la question qui demeure posée, c'est aussi, évidemment, on verra, la manière que les philosophes français ont utilisé pour aborder cette question de liberté. C'est-à-dire qu'on prend les individus comme s'ils étaient toujours adultes, toujours éduqués, etc. Parce que pour pouvoir poser cette question, il faut faire l'économie de la question. C'est normal, la plupart des philosophes sont des mecs, au 17e, 18e, 19e. Donc la question des enfants et de l'éducation, alors ça commence en faire avec Rousseau, ne sont pas nécessairement des bonnes questions qui les intéressent. Donc ils prennent le sujet, il est déjà automatiquement construit. Donc ils se posent tout de suite la question de sa liberté, ta raison, etc. Sauf que si vous vous posez la question, mais d'où il vient ce sujet? Vous êtes dans votre petit berceau, etc. Oui, vous n'êtes pas en capacité de choisir le monde. C'est plutôt le monde qui est là, et vous rentrez dedans, et c'est le monde qui vous façonne un peu à son image. Bon, et on sait à quel point ça peut jouer. Donc, vous voyez, la question du sujet de la potentialité, elle suppose surtout avant quelque chose. Autrement dit, le problème, c'est que quand on est, il y a déjà, on va appeler l'État, la société, tout ce qu'on veut, mais il y a déjà un groupe qui est là. Personne n'arrive tout seul au monde en disant que je vais choisir ma parole, etc. La réalité, c'est ça. La réalité, c'est que nous arrivons dans un monde déjà construit, dans lequel nous avons déjà une place, avant même de naître, nous avons une place, plus ou moins positive. Il y a un féministe Violaine Leduc qui a raconté comme ça dans le 19e siècle, c'est une fille naturelle, comme on disait à l'époque, et elle dit, finalement, avant même que je naisse, ma place était déjà là, c'est la table. Voilà, j'avais déjà ma place. Dès que je suis arrivé dans le monde, j'ai été une bâtarde. On ne connaissait pas moi, mais j'avais déjà ma place. Déjà. Ça, c'est une réalité concrète qui nous permet de revenir sur Terre quand on parle de la question du sujet. Donc on voit bien qu'à minima, c'est déjà une première manière de comprendre où se situe la question, c'est le problème, bien sûr, des conditions qui permettent la liberté. Il faut que la liberté ne peut pas être appliquée comme ça hors sol. Parce qu'il faut des conditions pour qu'il y ait cette liberté, et ces conditions sont par définition collectives. On va y revenir. Ouais, je ne sais pas si je vais être clair, ce que dit Alain Delvaux justement par rapport à la démocratie, c'est que le problème c'est la liberté. Parce que tout le monde en a, mais elle est très inégalement répartie, si bien que ceux qui possèdent ça, défendent beaucoup la liberté, parce qu'ils en ont beaucoup, et ils ne veulent pas qu'elle soit restreinte, bien sûr, et les autres la défendent tout autant, parce qu'eux ils en ont très peu, et donc ils y tiennent. Bien que ceux qui en ont très peu défendent la liberté, y compris celle de ceux qui les exploitent. Voilà, alors, le problème, c'est effectivement la liberté. On ne doit pas promouvoir la liberté pour la liberté, on doit se mettre d'accord sur la restriction des libertés. Et autrement dit, en gros, c'est un peu la liberté qui opprime et la règle qui nous protège. Et donc, c'est définir des règles qui permettent à certains qui ont moins de liberté d'avoir davantage et fatalement restreindre ces règles, notamment la communication. On voit le problème, c'est une valeur qui est exprimée en termes de trop ou de pas assez, mais qu'est-ce que ça veut dire avoir trop de liberté? Moi, personnellement, je ne sais pas. Je comprends, hein, mais c'est juste pour comprendre le problème que ça nous pose. Si c'est une valeur, on n'en a pas trop. Je ne pense pas qu'on ait trop d'égalité ou trop de fraternité, qu'on puisse dire non, là, il faut qu'on arrête, parce que vraiment, il y a trop de fraternité en ce moment, c'est un problème pour nous, etc. Donc, ça montre surtout que la liberté est un problème, justement, en termes de définition, parce que c'est beaucoup moins vrai que pour le reste. Alors, pour l'égalité, on peut le dire aussi, parce qu'en général, ça s'accompagne de commentaires qui sont destinés à nous expliquer que les égalités sont bonnes pour nous. Et donc, en réalité, la bonne valeur, c'est l'inégalité. Alors, quand je dis comme ça, c'est un peu scandaleux, mais c'est en fait ce qu'ils nous disent. Ce qu'ils nous disent, c'est que l'égalité serait nuisible, puisque ça nivellerait les talents, etc., etc., et que donc, nous devons accepter
un niveau d'inégalité. Bien sûr, ça ressemble moins joli. Sur le fronton de mairie, si avait marqué liberté, inégalité, fraternité, on aurait quand même l'impression qu'ils se sont bourrés. Donc on met égalité, mais si vous écoutez tous les discours, y compris les plus à gauche, rarement, vous avez une défense de l'égalité absolue. C'est toujours un peu, ou alors on n'en parle pas. Par exemple, on ne parle pas de la hiérarchie des salaires. Je prends quelques exemples pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. La hiérarchie des salaires. On dit l'égalité, il faut augmenter le SMIC, ça tout ça on sait le dire. Mais après tout, si on considère qu'on est tous dans une société, que tout le monde est aussi important que les autres, une manière de considérer l'individu, il n'y a pas de raison que nous acceptions de différencier les apports des uns et des autres et bien collectifs. On a bien besoin de tout le monde. Vous voyez, dès que je le dis comme ça, et ben, moi qui suis pas à l'université, je dis mais quand même, je suis pas tout de suite, il faut que je gagne un peu plus quand même, parce que quand même, voilà, et ainsi de suite. Donc on voit bien comment nous sommes le plus souvent amenés à justifier les inégalités, que l'on va donc maquiller sous l'idée que l'égalité dont on parle est en réalité l'égalité de droit, etc. Parce qu'on ne préfère jamais parler d'égalité sociale. Puisque ça nous force à nous voir dans une position par rapport aux autres qui n'est pas parfois la plus confortable. Puisque évidemment, on découvre aussi la position supérieure qu'on peut avoir sur l'autre. Vous savez, agréable, surtout quand on est à gauche, c'est plus facile de dire l'égalité, de passer. Tout le monde sait faire ça. Mais se dire, bon ben voilà, je suis dans un système égalitaire, quand on est prof, en plus on travaille dans ce système égalitaire, parce qu'on contribue à la reproduction des inégalités sociales, vous voyez jusqu'où va la perversité du système, de faire la soi-disant de gauche, tout ça, à contribuer à reproduire les inégalités sous couvert d'agir pour l'égalité. Bon, maintenant, il y a des chances, tout le monde est devenu droit, on n'aura pas le temps d'en parler, mais l'égalité des chances, vous savez que c'est le premier qui apparaît effectivement. Pétain, 1940, en place, ça fait, voilà. Et c'était le programme de Giscard, en 1974. À l'époque, c'était de droite. Qu'est-ce que c'est pour l'égalité, etc. Regardez à quel point ça nous a tous contaminé, l'égalité des chances. Et beaucoup, en tout cas. L'égalité des chances, c'est la justification de la malchance. Et donc, la compétition et les inégalités. Parce que c'est l'égalité des chances, déjà, vous dites qu'il n'y aura pas égalité à l'arrivée. Parce que cette chance-là, c'est-à-dire qu'il y a des opportunités. Bon. Donc, vous voyez que l'idée de trop manque de liberté, c'est une question un peu étrange, parce qu'on ne voit pas très bien, du moins, on peut dire trop, mais alors, dans ce cas, on ne voit pas comment ça peut être une valeur, ou un principe. Si c'est un principe, il doit être réalisé, ou un idéal, mais on doit se battre pour l'idéal, et pas considérer qu'à un moment donné, on arrive à avoir trop. L'idéal, me semble-t-il. Oui. J'ai un peu perdu de dire. Non. D'autres remarques? On m'a toujours pas expliqué ce que je vais répondre avec un collègue aux gens qui m'aura répondu. D'abord, j'ai répondu par la Marseillaise, bien sûr, liberté chérie, combat avec les défenseurs. Donc, parce que nous sommes tous de droite, il faut leur mettre la Marseillaise. Et donc, je les ai félicités de défendre la liberté. Puis j'ai fait une liste, c'est une chose qui me semble-t-il me motivait moi. Donc, juillet 2017, 331 millions d'euros retirés aux universités. Bon, c'est une atteinte à la liberté, parce que l'enseigner, etc. C'était où là? Parcoursup. Atteinte à la liberté de choisir ses études, etc. Tiens, c'était où pour défendre la liberté? Non, pas la bonne. Et ainsi de suite. J'ai parlé de l'anticipation en disant que c'est le moment. C'est vraiment que défendre la liberté, il y a du boulot. Non, commencer même. Et là non plus, ils sont pas. Bon, bref. Donc, ça veut dire que, vous voyez, ça ne veut rien dire défendre les libertés, puisqu'on voit qu'à un moment donné, il donne l'impression qu'il y a le rétro, qu'on arrive à tellement de choses qu'il faut qu'on choisisse. Donc, on va établir des hiérarchies. Et ce faisant, vous voyez qu'on passe de la liberté aux libertés plurielles, et ça devient des libertés individuelles. Donc, à minima, vous voyez que la question qu'on peut se poser, c'est, mais au fond, ces libertés individuelles, est-ce qu'elles existent? C'est-à-dire, est-ce que je peux définir une liberté individuelle uniquement par elle-même? Par exemple, je fais ce que je veux, etc. Donc, ça peut être une question. Maintenant, je vais poser une question plutôt de gauche, en général, que je pose à gauche. On va prendre l'exemple de la prostitution. C'est un exemple que j'aime bien. La prostitution donne lieu souvent à des plaidoyers pour la liberté en disant, alors je me la fais court, tout le monde la connaît, ah non, je ne parle pas qu'il y a des proxénètes, etc. Mais vraiment, s'il y a quelqu'un qui décide de sa pleine volonté, sans proxénète, sans rien, etc., c'est après tout la liberté d'user de son corps. D'ailleurs, toi-même, quand tu parles de l'avortement, c'est ce droit-là que tu évoques. Alors pourquoi
le camp donc, des abolitionnistes, c'est-à-dire des pays qui veulent abolir la prostitution. Bien. Ce qui est plus compliqué que l'interdire. L'abolir, ça va plus loin, c'est une projet de société. Bon, voilà, maintenant, je vous repose la question. Alors là, nous voilà plutôt a priori dans notre petit territoire. Est-ce que, tel que je viens de la définir, je suis contraint de dire, bah oui, c'est une liberté, donc je ne peux pas être contre la prostitution à partir du moment où elle est telle que je l'ai définie, c'est-à-dire le fruit d'un choix individuel, éclairé, sans proxénète, sans machin, etc. Alors, ouais. Vous êtes bien quand même. Ah, je sais pas. Non, mais il y aurait une contrainte économique qui ferait que justement elle serait valide pour une certaine de se constituer. Alors, j'arrête juste à se dire qu'on met ça de côté, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut choisir des métiers, c'est ce que disent un certain nombre de prostituées, hommes et femmes, qui disent j'ai fait le choix de cette profession, ou on en fait d'autres, donc la contrainte économique n'oblige pas à être prostituée, ça t'oblige parfois à travailler et pas à me prostituer. Donc je pars de ce côté-là, c'est-à-dire je laisse de côté ce qui serait une prostitution, comment dirais-je, conséquence d'une contrainte. Bah oui, là on est dans la liberté. D'accord. Moi, je trouve ça scandaleux qu'on puisse mettre en avant la liberté pour une marchandisation du corps de la femme. C'est quelque chose qui me remet les hommes et la malheureusement. Et donc c'est quelque chose qui me révulse et que je ne puisse pas entendre ce genre de discours qui ne suppose même pas. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui respecte, il n'est même pas gauche ou droite, il est plus humain. C'est la notion de. C'est ça la réaction. Je comprends la idée, sauf que on retombe sur le problème qui est de dire qu'on évoque là un principe supérieur à celui de la liberté. C'est-à-dire qu'on dit en fait, peut-être, mais je mets en avant la non-marchandisation, etc. Donc je mets un principe supérieur, et donc je ne règle pas la question de la liberté, simplement je la minorise à ce moment-là, c'est-à-dire je dis, certes, on peut évoquer la liberté, mais dans ce cas, il y a une autre valeur plus forte qui l'emporterait. Moi, je suis qu'on puisse se constituer, qu'on a envie de se constituer. C'est comme pour l'avortement. L'avortement, on peut très bien personnellement contre l'avortement, mais quand même ne pas empêcher les femmes qui peuvent le faire, qui ont besoin de le faire, de le faire pour la prostitution. C'est moi qui peux être libre de me constituer si je veux. Voilà, si vous ne pouvez pas constituer, vous ne le faites pas, mais laissez les femmes qui veulent le faire, vous pourrez le faire. Voilà, c'est comme les hommes qui veulent constituer, il faut pas la servir, alors que pour pouvoir chaque moyen d'aller le faire. Voilà, la liberté, il faut la laisser, mais après, c'est chacun individuellement qui l'a fait ou qui l'a quitté ou pas. Donc, vas-y. Ce que je veux dire, c'est que la question est un peu biaisée, parce que finalement, la liberté, elle dépend vraiment de son époque et de sa vision par rapport à son cadre. Les libertés sont définies par les personnes qui les écrivent. Finalement, ce qui est considéré aujourd'hui comme liberté. Par exemple, tu parlais par exemple des Gilets jaunes. Donc, la prise de la Bastille en 1789, c'était une révolution, mais bon, c'est la démocratie, la prise du pouvoir par le peuple et des républiques. Aujourd'hui, c'est sensiblement la même chose, mais là, par contre, c'est le casseur et c'est les personnes qui se battent contre la démocratie. Alors que finalement, si on prend les deux faits indépendamment, on peut les considérer de la même façon. Et je pense que c'est un parallèle qui peut être même par rapport à la prostitution, où la liberté, quelque chose qui peut être considéré comme liberté, dépendra vraiment de son cadre social. Est-ce que c'est socialement acceptable ou est-ce que ça l'est pas? Mais ça ne règle toujours pas la question de la liberté. C'est-à-dire que vous voyez que, je comprends, mais c'est une manière de dire, on peut varier, quoi. Oui, d'accord, mais on peut considérer, en tout cas, que c'est une question politique suffisamment, chaude et forte pour que ça puisse déclencher des deux côtés, d'ailleurs, d'une manière un peu vive, c'est normal, d'entrer dans cette question. Et voilà, il faut qu'on arrive au moins à essayer de voir pourquoi il peut y avoir un problème, parce qu'il y a une forme d'évidence. Après tout, chacun fait ce qu'il veut, et puis voilà. Ça me fait penser que, est-ce que, pour le coup, il n'y a pas des libertés qui vont à l'encontre de quelque chose qui serait supérieur auquel on ne parle pas. Il y a la traduction, par exemple, l'inceste qui est reconnu dans
quelque chose qui va à l'encontre d'un phénomène humain, voilà, qui est l'atteinte à la corps de la femme. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que ça pose la question de la liberté de son corps. C'est-à-dire, est-ce qu'on est libre de son corps? C'est ça la question de fond, je pense. Est-ce qu'on peut décider de son corps? Alors, c'est une manière de poser le problème. Pour sa personne, Ce qui a été tout à l'heure avec la marchandisation. C'est-à-dire que ça renvoie à une manière d'aborder le problème. Voilà, c'est par là. Et pour revenir sur le débat de la prostitution, ça dépend aussi énormément de la manière dont on voit le sujet. La prostitution n'est pas la vente d'un corps. La vente d'un corps, c'est de l'esclavage. Et la prostitution, c'est la vente d'un service. Ce sont deux choses totalement différentes. Ensuite, dire parce que bon, les prostituées hommes, souvent, sont riches, donc on va parler des femmes. Clairement, dire à une femme si elle peut se prostituer ou non, c'est encore dire à une femme ce qu'elle a le droit de faire ou pas. Et il est là le problème, en fait, c'est qu'on se permet de poser un regard sur ce qu'on peut faire de notre corps, sur ce qu'on peut faire de nos actes, sur ce qu'on peut vendre ou non. Et donc, c'est problématique. En plus, quand on regarde les faits, on se rend compte que souvent, la pénalisation de la prostitution pour les prostituées ou pour les clients augmente les risques sanitaires, augmente les meurtres, augmente les violences, fait baisser les salaires des prostituées, ce qui fait qu'elles se retrouvent dans des conditions un peu misérables également. Oui, c'est bon. Pour revenir sur la prostitution, moi je trouve que le fait de poser les termes du débat sur une interdiction ou non de la prostitution, malheureusement, nous empêche de réellement penser aux causes de la prostitution et permet à la limite de ne pas les traiter les voix. Et cristalliser le débat sur la liberté de telle femme ou pas. J'ai quand même l'impression, alors il faudrait vérifier si les études sont les tout ça, mais que quand même à l'heure actuelle, le facteur socio-économique est quand même très pondérant dans la prostitution. Donc dire qu'une personne, voilà, je trouve que d'une certaine façon ça masque un peu des réelles causes de prostitution et ça permet pas trop de toucher. La deuxième chose, c'est j'ai l'impression qu'il y a certaines valeurs qui sont souvent conçues comme nature humaine en fin de compte. Et ça pose la question de la nature humaine, qui serait supérieure notamment à la liberté, certaines valeurs, etc. Comme la non-atteinte à la femme, comme nature humaine, je ne sais pas. Je m'interroge sur ça. Contribution, oui. Par rapport aux nature humaine, moi je pense que ça parle pas de ça, mais plutôt de la morale en fait, parce que c'est qu'on soit la nature humaine, mais là on soit une morale, il ne faut pas faire ci ou ça, mais en même temps la nature humaine, comme on dit, la prostitution c'est le plus métier du monde, donc ça fait partie de la nature humaine. Encore des arguments que nous n'aurions pas terminés. Oui, alors, Non, c'est parce qu'on a adopté la liberté sur le sens économique et la morale sociologique, il y a eu pas classique, pas du tout la question juridique qui a été abordée. Alors que ça peut être assez intéressant à voir, dans le sens où en droit, c'est plus la liberté, du coup, c'est pas un droit absolu. Il n'y a pas de définition de la liberté elle-même, les définitions elles sont juste pour aller contre l'action de l'État qui peut venir des restreintes, ou du coup, maintenant aussi des actions des autres, mais initialement des actions de l'État. Et dans le sens où tous les débats sur comment définir la liberté, en fait, c'est. En tout cas, juridiquement, c'est quelque chose d'intrinsèque où chacun peut faire ce qu'il veut, et c'est pas. La définition de la liberté, en fait, c'est à contrario avec justement tous les autres droits collectifs de grève, pour reprendre l'exemple des blocages, qui viennent limiter cette liberté, mais c'est pas la liberté en soi qu'on cherche à définir, parce qu'elle est tellement intrinsèque à l'être humain qu'on sait tout ce que c'est, en fait, c'est faire ses choix comme on veut. Tiens, alors, oui, si on reste sur le droit, je vais rebondir là-dessus, parce que c'est un truc, c'est qu'on voit que le droit repose, sans surprise,
sur une philosophie et que celle-ci est plutôt tendance universaliste. C'est-à-dire donc c'est exactement ce qui vient d'être dit. Donc sur un être humain qui serait donc dont la nature serait non modifiée substantiellement, enfin dans son essence même, en termes d'humanité, par l'histoire ou par la société dans laquelle cet être humain se réalise. Parce que l'être humain, on est d'accord, est une abstraction. Ça n'existe pas, l'être humain. C'est une manière de parler, mais c'est une abstraction. Le reste, ce sont des individus, hommes, femmes, tout ce que vous voulez, tous les genres, tous les genres, vous voulez. Bref, c'est un individu, voilà, une femme, les deux pieds quelque part, par l'être humain. Quand on l'évoque, l'être humain, on fait de la philosophie, c'est une activité tout à fait libre, mais on voit que, ce faisant, on valide l'idée que la définition de tout ce dont on parle, c'est l'individu. Point numéro 1, c'est exactement ce que vous venez de dire. D'abord l'individu et sa liberté a priori sans limite, et étape numéro 2, le collectif est une sorte, toujours une contrainte, une limitation qui met a priori, voilà. Sauf que cette manière de raisonner suppose que nous puissions envisager en pratique l'existence d'un être humain tout seul, à un moment donné, et qui serait sans lien avec tout collectif. C'est là où les problèmes se posent quand on essaie de se demander de quelle réalité on parle. En termes philosophiques, ça marche très bien. Quand on demande de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que cet individu qui serait tout seul, donc serait, on va dire, je fais ce que je veux. Qu'est-ce que ça veut dire faire ce que je veux? Est-ce que je fais ce que je veux de la même façon si je suis au Sahara, si je suis au milieu de la Méditerranée, si, etc. On voit très bien que dès qu'on commence à mettre, je prends des exemples à la limite presque triviaux pour vous faire comprendre le problème qui nous est posé. C'est-à-dire que ça peut donc de fait pas dire grand-chose. Je fais ce que je veux parce que ça dépend à minima de l'endroit où je suis. C'est-à-dire des raisons qui font que je suis là, etc., etc. Et donc le problème qui au départ part de quelque chose de l'ordre de la philosophie politique, de la philosophie tout court, de l'anthropologie, c'est-à-dire de la définition de l'être humain, est rattrapé par le réel, mais que l'être humain, ça n'existe pas, c'est une abstraction. C'est le cœur des problèmes. D'un mot sur ce que je crois que personne passe un peu vous, mais le débat que nous avons eu sur la Constitution, personne n'est remonté jusqu'à son origine philosophique, qui est celle du libre arbitre. C'est-à-dire que pour pouvoir envisager la liberté de se constituer, telle qu'elle est définie dans le débat public, il faut accepter l'idée du libre arbitre. C'est-à-dire que je peux librement choisir de vouloir ce que je veux. C'est ça la définition du libre arbitre. C'est pas faire ce que je veux, c'est avoir la possibilité d'agir sur sa volonté même. Faites bien attention, c'est cette étape-là, souvent on la loupe. Donc le libre arbitre, c'est la liberté de vouloir ce que je veux. Autrement dit, je l'applique maintenant, quand je dis je veux me prostituer, je me prostitue, ce que nous devons nous demander, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est je veux, est-ce que cette personne a son libre arbitre, et donc c'est le reflet de sa volonté de vouloir. Et c'est là où les problèmes se posent. Voilà. Parce que quand on fait de la sociologie liberté des genres, quand on étudie une réalité sociale qui déjà discrimine à ce point-là hommes et femmes, mécaniquement, on ne peut pas y voir le résultat du hasard et le produit libre de la volonté libre des agents. Parce que sinon, on ne retrouverait pas des niveaux statistiques de l'ordre de 80-90%, c'est-à-dire en France autour de 90%, 90% de femmes et 10% d'hommes. Si c'était uniquement un problème de volonté individuelle, on ne trouverait pas cette récurrence, cette régularité statistique qui nous oblige déjà à minima à interroger la réalité de la volonté libre de vouloir ce que je veux. Parce qu'on ne voit pas pourquoi, si on voit, on ne voit pas pourquoi les femmes voudraient plus toujours se prostituer que les hommes. Parce que c'est ça que je devrais être obligé d'expliquer si je considère que c'est juste un problème de volonté. Donc si c'est un problème de volonté, sûrement que ça voudrait dire. Alors, je prolonge pour qu'on voit jusqu'où ça mène. Ça mène sur quoi? Les hommes ont plus de besoins, ont plus de ci, etc. que les femmes. Donc, cette différence reflète quoi? Une nature humaine genrée qui fait que les femmes sont comme ci et les hommes sont comme ça. Pour aller jusqu'au bout, rien n'est obligé de rattraper la nature humaine et de la genrer, c'est-à-dire de reconduire les femmes à une supposée nature et les hommes à une supposée nature. Bon, et là, comme ça, on va bien récupérer mon problème. Ça, c'est la première régularité statistique qu'on observe quand on fait des travaux sociologiques sur la prostitution, à partir.
il y a beaucoup plus de femmes qui toujours. Donc ça, vous voyez, si on veut dire que on fait du hasard, j'accepte ça. Les hommes auraient pu le dire. Je n'ai pas besoin de le développer, mais les conceptions sur le désir masculin sont aussi variables que les sociétés. Vous avez des regards sur le désir masculin très très différents. Vous avez des cas, par exemple, pour les Grecs, les insatiables, ce sont les femmes qui sont insatiables. Les hommes sont dans la tempérance, c'est leur nature d'avoir à se contrôler, tandis que les femmes n'étant pas des hommes, n'ont pas besoin de se contrôler. Il faut donc vite les marier très jeunes, 13-14 ans, parce que leur physiologie appelle des rapports sexuels fréquents à l'enfantement, et donc pour leur rendre service, au nom de leur nature, il faut les épouser. Donc vous voyez que je pourrais continuer comme ça. Alors, l'idée que de tout temps à jamais, le plus vieux métier du monde, de tout temps à jamais, les hommes, etc., puis les braves grecs, eux, ils s'envoyaient en l'air avec des hommes aussi, beaucoup plus qu'avec des femmes. Et donc l'idée que ça serait cette répartition genrée, non, ce qu'on voit en revanche, les Grecs nous appellent ça quelque chose, c'est que celui ou celle qui est prostituée est en général dominé au sens de la domination sociale. Maintenant, si je regarde deuxième régularité statistique, qui celle-ci est relativement implacable, c'est que 90% ou plus, des proportions très très nettes, et toujours, de celles qui se prostituent surtout, occupent des positions sociales de domination lourde. Allez vous balader sur les quais, regardez les petits camions, etc. J'ai discuté, vous allez voir déjà la langue, ça peut être que du français que vous allez entendre, ainsi de suite. Ce que vous avez, ce sont la réalité, comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accorder la volonté de faire ce qu'on veut individuellement. Voilà. Ce que nous voyons, nous appelons constitution, semble bien être le reflet d'une domination sociale qui part de la liberté de vouloir. Parce que Mme Bettencourt, après tout, elle est libre de vouloir se prostituer, sauf que cette question n'a tout simplement pas de sens. Voilà, elle n'a pas de sens. Alors bien sûr, vous me direz avec les féministes, et je serai d'accord avec vous, Carole Tapman, par exemple, le contrat sexuel, qu'à certains égards, le mariage dans certaines catégories sociales a pu ressembler de très près à une forme de prostitution. On voit bien qu'effectivement, si on veut réfléchir, on peut aller jusque-là. Et la prostitution dont nous parlons, statistiquement, il est difficile de la qualifier autrement que de produit, d'une conséquence de domination sociale. C'est-à-dire que les prostituées, hommes et femmes d'ailleurs, sont d'abord et avant tout, avec des critères assez objectifs, sans papier, etc., des personnes qui sont très très bas si on regarde l'échelle de domination. On est vraiment dans les milieux les plus dominés. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas épuisé la question de savoir si on est pour, contre, etc. C'est tout ce que je veux dire. Et ça veut dire que ça change la manière de poser le problème, qu'on ne peut pas se contenter de l'évolution de la volonté, sauf à nier, à faire disparaître les conditions sociales, non même pas matérielles, déjà sociales, qui permettent de pouvoir se poser le problème de la volonté. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, le libéralisme nous fait partir d'une abstraction partagée, qui est donc l'être humain. Alors, on fait abstraction d'éducation, on le prend déjà adulte, et on le prend dans une égale capacité à raisonner. Donc, on peut tous réfléchir, on a tous les mêmes options sur la table. Donc, pour pouvoir parler de liberté de choisir la Constitution, il faut de manière abstraite envisager que tous les hommes et toutes les femmes ont sur la table tous les métiers possibles et imaginables et se disent alors prostituée, non, finalement je vais faire boulanger, donc je suis sympa. Voilà, et sinon ça n'a pas de sens. Parce que si vous commencez à dire que pour certains ou certaines, il y a ou ça, mais il n'y a pas tous les ventailles possibles, la liberté ne veut plus rien dire. Parce que derrière la liberté individuelle de choisir, vous avez des réalités sociales extraordinairement différentes. Les options, les choix offerts à Emmanuel Macron quand il avait 18 ans n'ont rien à voir avec l'éventail des possibles offert à une prostituée qui est de l'autre côté de la Garonne avec sa camionnette. Donc, si elle peut choisir, c'est pas grave, c'est la liberté, mais vous voyez bien que ça suppose d'effacer les conditions sociales. Donc, pour résumer, quand on défend comme réalité ultime la liberté comme liberté individuelle, pour faire ça de manière conséquente, on doit effacer toutes conditions sociales. C'est-à-dire imaginer un individu qui est hors du monde, alors qu'il peut y arriver, soit c'est une opération intellectuelle, il a raison, par la raison, je peux faire comme si j'étais, il suffit de réfléchir pour s'extraire du monde, c'est la première manière de répondre, voire encore plus loin, imaginer l'abstraction, donc vous avez dit tout à l'heure, d'un individu qui choisirait à un moment donné d'adhérer à une collective, etc., dont le choix serait à 100% de tout.
choix de la collectivité à laquelle appartenir. D'accord? Donc, le problème de la liberté individuelle est donc posé ainsi, c'est que ça suppose, si la liberté individuelle est la valeur cardinale, c'est-à-dire si la liberté de numérique signifie liberté individuelle, alors ça suppose la négation, la disparition des conditions, de toute forme de conditions, sociales, culturelles, tout ce que vous voulez. Sinon, il y a un problème parce qu'on va discriminer les individus et donc être obligé d'admettre qu'au moins aujourd'hui, les individus ne sont pas tous égaux devant leur liberté de vouloir ce qu'ils veulent. Ce qui est oui. On pourrait vous répondre qu'on peut répondre qu'ils ont la liberté de survivre en se prostituant. Mais ça, c'est autre chose. C'est pas. C'est la liberté de survivre, c'est plus la liberté. La liberté dont on parle, c'est la liberté de choisir. S'il s'agit juste de survivre, c'est plus de liberté, c'est un peu survivre. Je veux dire la liberté de gagner de l'argent en se prostituant. Non, mais là, je comprends. J'ai entendu, mais là, on parle plus de la liberté. Non, mais là, je comprends. Là, on parle plus de la liberté. Alors que s'il s'agit du produit d'une contrainte, c'est précisément pas de la liberté. Puisque c'est un choix sous contrainte. Donc, c'est contradictoire avec l'idée de liberté. Hein, ça ne peut pas être. Voilà. C'est pas la liberté. Alors, on parle d'autre chose. Mais la liberté, vous dites la liberté, comme je ne peux pas faire autrement, je le fais, je le caricature juste un peu. C'est-à-dire que ça ne peut pas être équivalent à la situation dont on a parlé tout à l'heure, qui consisterait à quelqu'un qui, tranquillement, dans son salon, se demande ce qu'il va faire plus tard et se dit pourquoi pas prostituer. C'est comme ça qu'on pose le débat. Si c'est juste le reflet de la misère et de la pauvreté, c'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que ce n'est pas un libre choix, mais bien un choix qui est directement le résultat et le produit d'une contrainte sociale et économique. À partir de ce moment-là, la question de la liberté ne peut pas être posée dans les mêmes termes. Oui. Je comprends pourquoi forcément dissocier les libertés individuelles et les libertés sociales et économiques quand on regarde dans le discours des libéraux aujourd'hui, même les plus radicaux. L'ANSU propose par exemple un revenu universel pour effacer justement toute contrainte économique et même au-delà de leur engagement libéral, leur objectif à côté s'engage pour supprimer aussi d'autres contraintes, par exemple pour l'égalité des femmes et des hommes. Mais bien sûr, mais il ne s'agit pas de caricaturer les libéraux et de considérer que ce n'est pas la question. Il faut faire attention entre une philosophie politique et des bonnes intentions ou ce qu'on fait. Donc, les libéraux, pour moi, c'est pas la droite, c'est pas la gauche, c'est autre chose. Là, on parle d'une vision du monde. On essaie de comprendre la cohérence d'une vision du monde et si cette vision du monde est cohérente, compatible avec la question de la démocratie. D'accord? Et donc, tout le monde a compris, c'est cette tension qu'il y a entre l'individu et le collectif, puisque la démocratie, c'est une manière de nommer, de définir le collectif, une manière d'agir les uns par rapport aux autres. D'accord? C'est donc une façon de poser la question de l'individu et des interactions plus ou moins nécessaires avec les autres. Je le développe. Voilà. Donc, bien entendu que ça c'est une question en soi. La question du revenu universel, bien sûr que ce n'est pas nécessairement une mesure de gauche. Mais ça, c'est une autre question. C'est une mesure libérale, oui, bien sûr, parce que c'est une façon de résoudre le problème posé que j'ai évoqué tout à l'heure de la hiérarchie des salaires. D'ailleurs, c'est une autre manière de faire accepter les inégalités sociales. Parce que c'est une façon de ne pas poser la question des inégalités sociales, de dire si tout le monde gagne 900 € par mois, le problème est résolu. Donc le problème ne sera pas résolu et on ne pourra pas assurer l'égalité entre les individus. Donc la question qui me paraît être posée derrière celle-là, c'est précisément celle-là. C'est une façon de ne pas de cesser de poser ce problème du salaire. Alors on peut dire qu'effectivement c'est pas mal, etc. Mais dans la société dans laquelle nous sommes, le salaire, c'est encore ce qui nous permet de poser le problème de contribution à nos activités productives au sens plus large, et donc de la répartition des richesses. Donc, si on nous retire le salaire, c'est une manière de nous retirer le débat sur la nécessaire répartition des richesses au nom de notre égale participation et contribution à la vie collective. Mais vous verrez que c'est cette question qui n'est jamais posée. Jamais. Sauf par quelques parties politiques, mais encore pour les questions de limitation des salaires. Dès que je dis qu'il faut limiter les salaires, là, tout le monde commence à atterrir parce que ça fait peur, parce que ce sont des questions extrêmement sensibles. Donc derrière la question du revenu, ce n'est pas une mesure, ça, donc on ne peut pas l'opposer en disant s'il propose ça, nécessairement, ça veut dire que c'est positif, etc. Quant à la question femmes-hommes, je rétorquerai juste cela. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, les libéraux insistent sur ce
qu'ils n'ont pas pu être libéraux historiquement pendant très longtemps sans que la question de l'égalité homme-femme pose problème. Donc on peut considérer à minima que ce n'était pas le cœur même de leur idéologie, puisque si on regarde le texte de Benjamin Constant dont on va parler, il dit messieurs, nous les hommes, etc. Après une seule fois, le problème se pose pour lui. Si on lit les livres de John Scott sur la laïcité, on prend conscience que la laïcité, elle le démontre, un texte à l'appui, la laïcité du début du XIXe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle est une laïcité qui exclut les femmes de manière totalement délibérée, puisque les hommes sont du côté de la raison, etc. Donc la laïcité, ça fait partie, on l'associe souvent au libéralisme, la liberté d'opiner, etc., etc. Et bien, ça s'est accompagné de manière positive, je dis bien de manière positive, c'est pas un incident, de manière positive, avec une égalité homme-femme assumée. Les femmes sont dans l'émotion, les hommes sont dans la raison, les femmes sont dans la religion, les hommes sont dans la politique, et ainsi de suite. Donc derrière la laïcité, qui maintenant est associée de manière assez paradoxale à l'égalité femmes-hommes, a été historiquement fondée en France sur l'inégalité femmes-hommes. C'est le livre de John Scott, donc la religion de la laïcité, qui est sorti l'année dernière, et qui le démontre, je le répète, texte à l'appui. C'est pas une manière d'interpréter, etc. C'est-à-dire que les défenseurs de la laïcité du XIXe siècle défendent l'inégalité femmes-hommes en même temps qu'ils défendent la laïcité. La laïcité, ça leur sert à faire ça. En raison de cette opposition que je viens de développer. Religion politique, c'est masculin-féminin. Et donc, le religieux, c'est les femmes, le pluralité, etc. Et certaines féministes, que j'ai remarqué, c'était curieux, qu'on leur interdise de voter au nom de la supposée influence de la religion, puisque personne ne proposait d'interdire les droits de vote au curé. Ah oui, c'était la révélation que c'était autre chose qui se jouait, puisque normalement, si vraiment c'est la question de la religion qui pose problème, alors de la même façon que vous savez sûrement que dans les années 50, il y avait des députés en Soudane qui ne posaient de problème à personne. J'imagine ce qui se passerait si les députés femmes arrivaient à faire sur la question. La Soudane n'a jamais posé de personne à l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez, ça permet de réfléchir. Bon, alors, vous voyez donc que maintenant nous avons identifié le problème, c'est que si je regarde au niveau du libéralisme, on a donc une définition radicale qui est celle donc, de la réalité première et l'individu. Ça transparaît de la discussion, c'est la réalité première, l'individu, et ensuite le collectif. Et là, vous avez la structure métaphysique du libéralisme. La structure métaphysique du libéralisme, c'est de considérer qu'en dernière instance, la réalité ultime, indépassable, c'est l'individu. Et donc, de ce fait, la question de la liberté, à la fin, elle doit être estimée au niveau des individus. D'accord? Ça, c'est sur le plan philosophique. Alors, vous comprenez dès lors pourquoi, sur cette base-là philosophique, tout le libéralisme consiste à présenter de manière négative le collectif. Tout ce qui est collectif pose problème. Puisque tout collectif, on l'a dit à plusieurs reprises, est une façon de limiter cette supposée liberté individuelle, indépassable, définissant l'être humain en tant qu'être humain, etc., etc. Vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire, donc le collectif est. Donc à partir de là, vous voyez que ça induit, on va arriver sur la question économique, on va rester un peu sur la question politique d'abord, on va voir ce que ça entraîne aussi, et on va, comme ça s'intéresser aux gilets jaunes, parce qu'on va retomber dessus. Donc, réalité ultime de l'individu, tout collectif est une contrainte, alors ça, évidemment, vous l'avez, on le sait, ce qu'on appelle les Lumières écossaises, c'est la fin du XVIIIe siècle, philosophiquement, on avait Ferguson, qui est le maître d'Adam Smith, qui a été adressé sur la société civile, et ensuite, 1780, Adam Smith, la richesse des nations, donc, où il postule à tous les êtres humains ont une dimension naturelle à échanger. Donc voilà, si on échange, c'est pas parce qu'on est dans un collectif et qu'on ne peut pas faire autrement, c'est parce que, vous voyez comment fonctionne la question, c'est parce que chacun, individuellement, on a envie d'échanger. Ça fait partie de notre nature humaine. Et ça n'est pas, c'est pas une réalité anthropologique vous êtes dans un collectif parce qu'on arrive au monde dans un collectif. On choisit toujours ce collectif, mais ça correspond à notre nature. Alors vous aviez déjà avant un peu Montesquieu, même si c'est un peu différent, mais voilà. Donc vous avez la racine, là, j'insiste bien sur ça, parce qu'on retrouvera la prochaine fois sur le socialisme une autre racine métaphysique, c'est-à-dire une autre définition du collectif, et donc une autre définition de l'individu. Mais le libéralisme, c'est donc ça. Alors qu'est-ce que ça implique? Alors on a parlé de la séparation, il y aurait peut-être plusieurs libéralismes, le libéralisme politique et puis le libéralisme économique. Historiquement, effectivement, on peut dire que le libéralisme, il est surtout, et
libéralisme qui s'exprime à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle en France, contre la monarchie absolue, contre l'absolutisme monarchique, c'est ça. Alors, pour les férus d'histoire, après le retour de Louis XVIII, c'est ce qu'on appelle la charte, donc c'est ceux qui défendent la charte, qui disent que la monarchie doit être encadrée par un texte. C'est-à-dire que le roi ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas autoriser, on ne peut pas autoriser un pouvoir qui agirait et qui fait ce qu'il veut de nous, parce que c'est contradictoire avec la philosophie précitée. Donc, au nom de cette philosophie, on en déduit une réflexion politique qui est donc que le souverain ne peut pas faire ce qu'il veut, il est lui-même contraint. Et vous voyez comment ça fait écho à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a donc quelque chose qui est au-dessus du souverain, qui est la loi. Au-dessus de l'État, et que la loi est donc une forme de garantie des contraintes diverses et variées. Au passage, on va bien rappeler que c'est le même modèle exactement que Dieu et l'Ouest. Il y a un principe éternel qui nous défend, etc. C'est juste de remarquer. Donc, il n'est pas question, vous voyez, la démocratie au départ, puisque ces gens, ce qu'ils sont en train, je parlais un petit peu plus longuement, Benjamin Constant, COM-STANT, Benjamin Constant, qui est donc l'un des grands penseurs du libéralisme français fin 18e, début 19e, Benjamin Constant, il est favorable à la monarchie. Vous voyez que l'idée sur laquelle le libéralisme entretiendrait un lien intrinsèque avec la démocratie, c'est faux historiquement. Ça veut donc dire qu'on peut avoir, et la défendre, l'expliciter, la développer, on peut donc avoir cette définition de l'être humain que je viens de donner, donc en réalité utile, sans nécessairement déboucher ipso facto sur la démocratie. Donc ça, c'est déjà un premier avis de notre réflexion, ça c'est l'histoire, il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien donc naturel, de tout temps à jamais, les libéraux et pour la démocratie. Non. Alors maintenant, on va rentrer dans l'argumentaire de Benjamin Constant pour comprendre comment quelle place l'accorde à la politique. Vous comprenez que ce n'est pas la démocratie en tant que telle qui peut l'intéresser, que la politique, le gouvernement, comme ça a été dit, le gouvernement conçu comme une contrainte sur les individus, une contrainte nécessaire. Les libéraux, c'est différent des libéraux, mais les libéraux, tous ceux qui sont attachés à cette philosophie, et nommés par les Lumières de Cossès, sont des gens qui considèrent que le collectif est une contrainte nécessaire. Un certain nombre de choses ne peuvent pas être faites par les individus, prises en charge uniquement par la somme des individus. Exemple, moi j'ai pas besoin d'un réseau routier. J'ai besoin des 3 ou 4 chemins qui m'amènent de mon domicile à mon boulanger, de mon domicile à mon travail. J'ai pas besoin d'autoroute, j'ai pas besoin de réseau routier, etc. D'accord? Donc les libéraux disent, si on confie ça à l'intérêt privé, on n'aura pas de réseau routier et donc ça va avoir un effet néfaste, y compris les libéraux tout d'un coup découvrent l'intérêt du collectif. C'est quand même remarqué, puisqu'ils comprennent bien que pour faire leur business, qui est la finalité de la vie sur eux, et ben, ils ont quand même besoin de route. Même raisonnement sur l'école. Je ne peux pas dire d'un fils. Je ne peux pas confier l'école aux intérêts privés, parce que si quelqu'un n'a pas, comment dirais-je, plus d'enfants, etc., pourquoi je n'ai pas payé parce que j'ai plus d'enfants, ou j'en ai pas, ou pourquoi je paye pour l'école des autres, etc. Alors là aussi, liberté. Liberté, plutôt, moi j'ai pas d'enfants, pourquoi je paye pour les autres, c'est la liberté. Problème, si tout le monde fait comme ça, mais qu'on explose comme collectif, parce que le jour où vous allez à l'hôpital et que vous avez un cancer, qu'est-ce que vous êtes content que des gens aient payé des longues études à quelqu'un qui va vous soigner? Mais évidemment, parce que vous n'avez pas le temps, vous n'allez pas dire, bon alors là j'ai un cancer, j'ai donc 9 ans pour former un médecin, et donc je lance le processus tout de suite, puis je reviens dans 9 ans, en espérant qu'il n'est pas redoublé, que tout soit bien passé, et qu'il pourra me soigner dans 9 ans, parce que moi j'ai pas envie. Je passe sur le bâtiment, le scanner, ce que vous voulez, les médicaments, les recherches, etc. D'accord? C'est pour vous montrer comment fonctionne le raisonnement en termes de liberté individuelle. La limite, c'est celle-là. C'est que, évidemment, tout simplement, la raison même d'être du collectif, c'est justement de nous garantir ce genre de choses, parce que ce serait imprévisible. Les libéraux, en tout cas, identifient un certain nombre de secteurs, comme ça, pour lesquels ils reconnaissent eux-mêmes que leur modèle soi-disant transcendant, qui est linéaire de l'être humain, ne fonctionne pas. C'est donc le paradoxe du libéralisme, ça c'est une forme de paradoxe, que de dire, il n'y a de réalité qu'individuelle, donc l'intérêt général n'existe pas, jusqu'au bout, parce que c'est quand même ça le raisonnement, et l'intérêt général, c'est la somme des intérêts particuliers. D'accord? Ça c'est vraiment le cœur, et qui est la conséquence, mais c'est toujours le même point de départ. C'est les individus. Comme il y a de réalité individuelle, l'intérêt général ne peut pas être autre chose que la somme des intérêts privés. C'est là où arrive l'idée de la course spontanée,
C'est l'idée de l'humanisme. Donc, naturellement, d'où l'idée de société civile. C'est pour ça qu'ils inventent société civile. Ils inventent une expression pour nommer cette partie de la société qui n'est pas touchée par le gouvernement. C'est ce qu'ils appellent la société civile. Vous voyez, elle sert elle sert à nous faire avaler l'idée qu'il y a deux groupes. Il y a le groupe de ceux qui font la politique vraiment, ceux qui décident, et puis il y a les autres, nous, les descendants, à qui on demande de temps en temps de donner un peu notre opinion, etc. Mais nous sommes, par le vocabulaire même de société civile, vous voyez, expulsés de la politique réelle, puisque nous avons notre vie. Notre vie n'est pas la leur. Vous voyez comment, en réalité, ça nous dit pas une et ça nous fait avaler l'idée qu'il y a deux groupes. Donc voilà ce que c'est que la société civile. Il y a donc des individus. Ils font société naturellement parce qu'ils aiment échanger les uns avec les autres, et ils sont obligés d'organiser un peu de vie collective parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas résulter simplement de la somme des intérêts privés. Voilà le modèle, donc clé en main. Donc de ce point de vue, vous voyez que si je vais jusqu'au bout, on n'a pas besoin de démocratie au sens de tout le monde est citoyen et tout le monde s'approprie son destin, parce que l'essentiel de la vie collective résulte d'une harmonie spontanée des intérêts privés. Donc pas besoin d'aller se mettre à délibérer, etc. Là, on commence à toucher du doigt le problème posé au libéralisme par rapport à la démocratie, c'est qu'ils sont ni pour ni contre, a priori, ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin, puisque, au fond, le secteur dévolu au collectif est très faible, et que plus on contribue au collectif, plus au fond on atteint, là je veux dire de manière plus on fait de la politique et moins on exerce la liberté individuelle. Puisque si votre anthropologie, votre nature humaine est d'échanger, si vous allez perdre votre temps à l'Assemblée à faire de la politique, vous n'êtes plus en train d'échanger, vous faites plus du business, puisque c'est votre nature de faire du business. Donc par définition, vous voyez que la finalité de l'être humain est par l'échange, c'est-à-dire principalement l'échange économique, alors seule une minorité doit être concernée par la politique, pendant que tous les autres font leur business, à partir du moment où la minorité fout la paix à la majorité qui fait du business. Tout le monde comprend la philosophie du système? C'est ça. Vous voyez que séparer libéralisme politique de libéralisme économique est un contresens, puisque les deux sont totalement cohérents. C'est au nom du libéralisme économique qu'on arrive à une certaine vision du libéralisme politique. D'accord? Vous voyez au passage, quand je dis gouverner le moins possible, cette idée d'un pouvoir qui affecte très peu la liberté des individus ne charme pas qu'à droite. Ça charme même à gauche. C'est pour ça que j'ai dit, quand on creuse en détail, on est parfois beaucoup plus libéral qu'on l'imagine au départ, au nom d'une certaine manière de s'autodéfinir par rapport à la gauche, ses valeurs, etc. Parce que l'idée d'un gouvernement, d'un pouvoir light, qui me laisse faire ce que je veux, mais si je le présente comme ça, ce n'est pas nécessairement une idée droite. C'est une idée libérale, c'est pas tout à fait pareil. Oui, oui donc, si j'en viens à développer votre idée selon laquelle le libéralisme, c'est gouverner le moins possible, est-ce que dans l'absolu, on n'arrive pas en fait à un système qui est anarchiste? Alors c'est une bonne question. Effectivement, c'est pour ça que je dis qu'il peut y avoir un lien. Il peut y avoir un lien, et c'est pour ça qu'un certain nombre, il y a des frontières qui parfois nous posent problème. C'est-à-dire un certain type de libéralisme, parfois même extrême. Il y a quelques années, ils sortent plus en fait. Maintenant, il y avait un type qui était génial, parce qu'il était vraiment. C'est une caricature du libéralisme, Pascal Salin, qui s'appelle libéralisme, et il était super, parce que vraiment, on a l'impression que c'était une idéologie en bas. Donc il disait, mais moi, je ne me fais jamais rembourser mes médicaments, parce que je ne veux pas utiliser l'argent de la sécurité sociale. Il remettait en cause même le code de la route, donc c'est une contrainte de la liberté de circuler. Voilà, je fais ce que je veux. Voilà, donc, alors oui, c'était la personne droite. Mais voilà, on peut aller jusque là, donc oui, c'est une forme d'anarchie, mais sur le plan philosophique, je vais démontrer que, en fait, ce n'est pas anarchique, puisqu'il y a la reconnaissance de la nécessité du collectif. C'est-à-dire que, c'est en cela que, c'est pour ça que le modèle trouve sa limite là. C'est-à-dire que cette anthropologie qui, a priori, permettrait qu'on s'auto-organise sans avoir besoin de collectif, c'est comme s'il y avait l'introduction d'un principe de réalité
à l'intérieur d'un raisonnement philosophique. Alors, philosophiquement, je défends l'être humain comme étant la seule réalité, mais après, je suis obligé de concéder la nécessité d'un collectif qui est la négation de ce que j'annonce, puisque la définition du collectif, telle que je viens de la donner, c'est-à-dire transport, école, etc., montre qu'il existe un intérêt général qui n'est pas réductible à la somme des intérêts particuliers, sinon je n'aurais pas besoin de collectif. Donc, de ce point de vue, les libéraux, bien sûr, la fin 18e, puis 19e, ont toujours été obligés de concéder. Vous voyez que si j'essaie de raisonner en termes logiques, il y a une faille logique. Normalement, ça ne peut pas être les deux. C'est-à-dire que soit la somme des intérêts privés égale à l'intérêt général, ok, très bien, soit c'est pas le cas. Ça peut pas être un peu, ça peut pas être un peu vrai, et en même temps. C'est avant et en même temps. Et c'est pour ça que j'ai rajouté en même temps, c'est pour que tout le monde comprenne qu'effectivement c'est le même modèle. C'est-à-dire quand ça m'arrange, je défends la liberté individuelle, et quand ça m'arrange, je défends le collectif. Voilà. Alors là, vous l'avez vraiment tellement joli, si je veux dire, avec toutes ces contraintes nouvelles qu'on rajoute tous les jours sur les pauvres, etc. On file 5 milliards ou 6 milliards d'argent aux plus riches de ce pays, on leur donne en disant s'il te plaît, tu ne voudrais pas investir, s'il te plaît? Ça serait sympa si tu investissais dans le boîte, etc. Mais liberté. En revanche, quand on file une allocation parce que tu es au chômage, on dit mais dis donc, fainéant, est-ce que tu as bien cherché du travail? Est-ce que tu as le rythme de l'allocation? Donc pour quelques centaines d'euros, on vous surveille, mais pour 1 million rendu à tout le monde aux 100 premiers foyers fiscaux de ce pays, la liberté. Faites ce que vous voulez. Bien sûr, en permanence, en contradiction, on voit que ce discours, sa réalité, c'est justement que tout le monde n'est pas en réalité devant la liberté, et à partir de ce moment-là, quand ça se rajoute, on voit comment ça fonctionne. Je crois qu'il y a quelque chose qui veut juste. Oui, ça n'est pas forcément une question. C'était juste pour dire que les libéraux ne sont pas forcément confrontés toujours à reconnaître la nécessité d'un collectif. Dès le 19e, Gustave de Molinari, il publiait du monopole de la production de la sécurité, je crois. C'était les fondements de l'arrache-capitalisme. Et même après, au 20e ou 21e, il y a encore beaucoup de théoriciens de l'arrache-capitalisme. Enfin, je veux dire, il n'y a pas forcément cette nécessité, bien sûr que les libéraux ne sont pas anarchistes, mais il n'y a pas forcément la nécessité de reconnaître liberté. Moi, ce qui est là, c'est le libéralisme. Quand on commence à rajouter les anarchistes, on prend autre chose. Mais je comprends. Je fais juste remarquer que dans le libéralisme, ce qu'on appelle le libéralisme, c'est-à-dire celui qui procède des libertés françaises, il y a le collectif et dans le modèle. Voilà. Il n'est pas un choix. Il est une obligation pour qu'il y ait liberté individuelle. C'est donc la reconnaissance qu'il y a quelque chose qui précède la liberté individuelle, qui s'appelle les conditions de la liberté individuelle. C'est ça. Après que des gens fantasment sur leur propre liberté, il n'y a pas de mal. Comme disait Pierre Bourdieu dans son cours sur les classes, une phrase que j'aime beaucoup, il dit les anarchistes, j'en connais aucun qui a accusé de calendrier la montre. Et je trouve que c'est une belle manière de se rappeler la réalité du collectif, et que de se dire qu'est-ce que je dis? Moi je dis je suis hors de toute contrainte, jusqu'où je vais, parce que je récuse le langage. Parce qu'après tout, le langage est un fait social, je n'ai pas choisi. Par exemple, je peux dire non, je ne vais pas la franchir parce que le langage c'est du pouvoir. On voit bien qu'on arrive à un moment donné, on peut se faire plaisir dans une définition de l'anarchie, mais au moins les libéraux dont je parle, ils ont une forme de conséquence parce qu'ils se demandent comment ça marche. Voilà. C'est pas donc l'affirmation juste radicale de la liberté individuelle. C'est ça qui m'intéressait. Moi, ma question, c'était justement pour revenir sur la définition de constant, de la liberté, parce que c'est au final la définition de la liberté. Et donc, comme vous disiez, il y avait la liberté des classiques, la liberté des modernes, la liberté justement des anciens de contribuer aux prises de décision collectives, mais justement, le pendant de ça, c'est aussi le droit de vie ou mort du collectif sur l'individu. Justement, c'est cohérent avec une certaine définition de la démocratie qui se résumerait à la capacité d'un peuple à s'auto-administrer, mais il y a justement l'autre définition de la liberté qu'il donnait, c'est de la liberté des modernes, c'est-à-dire la liberté de laisser un peu de côté la chose politique et de mener sa vie. C'est pas complètement incohérent avec certaines définitions de la démocratie. Alors c'est très difficile à définir la démocratie, c'est pas juste défini
comme le pouvoir du peuple, c'est trop anachronique, disons, voilà. Et nous, justement, cette liberté individuelle, voilà, la liberté moderne, elle est cohérente avec la définition de la démocratie. Beaucoup de théoriciens de la démocratie, Tocqueville par exemple, Oui. Non, je parce que c'est pas sûr, je comprends. C'est juste pour prolonger, pour discuter. Je comprends bien la question qui est posée, et je fais juste observer déjà que la conférence. Je vais vous parler de ce texte, c'est le texte de Benjamin Constant, une conférence de la liberté des anciens et des modernes, un texte fondateur du libéralisme aussi politique, mais aussi économique. C'est une conférence de 1819. 1819, il y a un but qui s'appelle Louis XVIII au pouvoir. Il n'est pas question de démocratie, et lorsque Benjamin Constant prononce ce discours et cette conférence, il ne défend pas du tout la démocratie, il défend un modèle qui est compatible, puisqu'il est lui-même militant de la monarchie avec la charte. Donc, son modèle est un minima pour lui-même, compatible avec la monarchie de Louis XVIII. Donc, on peut aujourd'hui le repeindre en démocrate, peut-être, mais dans ce texte, il ne peut pas être démocrate puisqu'il défend un autre système. Il a sa cohérence. Donc, ce texte, à minima, il est compatible avec sa conception de la monarchie. Voilà, c'est juste ça que je veux faire apparaître. Alors, je développe juste pour que tout le monde comprenne bien les termes du débat et pourquoi Benjamin Constant trouve le problème de faire une référence à l'Antiquité. De la liberté des anciens et des modernes, c'est donc une réflexion aussi sur la modernité et qui est aussi un élément de la pensée libérale que de définir ce que c'est que la modernité. C'est qu'est-ce qui nous est arrivé, qui sommes-nous. Donc, pourquoi avec les anciens? C'est en raison de la Révolution française, parce que l'une des analyses qui a cours chez donc, les libéraux, c'est l'idée selon laquelle ce qui a foiré dans la Révolution française, c'est qu'on n'a pas réussi à innover. On s'est trompé parce qu'on a voulu imiter l'Antiquité. Et cette imitation de l'Antiquité a produit la terreur. C'est ça le raisonnement normal. Pourquoi? Parce que justement, on a négligé la question nouvelle, la question moderne de l'individu et de la liberté individuelle. On a donc préféré le collectif à la liberté individuelle. Donc vous avez une interprétation de la révolution, et donc du message révolutionnaire, qui est de, en fait, on s'est trompé parce qu'on a abandonné la liberté. Et si on avait conservé la liberté individuelle, on aurait réalisé le projet révolutionnaire. C'est ce qui est écrit par exemple Chateaubriand, c'est sur la révolution. C'est frappant d'un ouvrage, deux éditions, une de 1797, encore au tout début, donc il réalise pas des choses comme ça. Et ensuite, dans les années 1820, je crois que c'est en 2 ou 3, il fait une deuxième préface, là, il explique ça. Il dit, ben voilà, notre problème, c'est que nous avons une unité, alors que nous sommes nouveaux. Nous sommes nouveaux, donc nous devons nous inventer. Donc nous ne pouvons pas imiter les anciens. Nous devons inventer quelque chose. Et c'est là où on arrive à la question de la liberté. Alors, comme vous l'avez dit, justement, Benjamin Constant invente ce modèle des deux libertés. Disant qu'au fond, dans l'Antiquité, la liberté était collective. Alors, le but, c'était que la cité soit libre. C'est-à-dire souveraine. Et que les autres ne puissent pas réduire sa liberté. Au nom de ce principe premier, la souveraineté de la cité, on pouvait restreindre toutes les libertés individuelles, puisque la liberté collective c'est plus forte que la liberté individuelle. Voilà. Donc la liberté individuelle, on l'a laissée tant qu'on n'avait pas besoin de sauver la liberté collective. Et le but n'était pas la liberté individuelle. Benjamin Constant dit si on fait ça, on fait la terreur. Donc, bien sûr, on va garder la liberté, mais on va changer de définition. Et c'est là où il invente donc cette liberté des modernes, qui est cette liberté essentiellement qui est uniquement individuel, non, c'est contre le point que je voulais. La liberté collective des anciens, il substitue la liberté individuelle. C'est pas assez pour la côté. Et donc, il n'y a pour lui que des libertés individuelles, mais évidemment, il va évoquer ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va bien falloir organiser un petit peu quelques éléments collectifs. Donc, ces quelques éléments collectifs vont être concéder à la politique, mais vous voyez que, puisqu'il s'agit de garantir la liberté individuelle, il faut garantir la liberté d'échanger, de faire du business, de gagner de l'argent, et donc, cette définition de la liberté individuelle requiert un système politique représentatif. Puisque ça va être un petit groupe qui vont, par goût, etc., un petit groupe qui va se consacrer à la gestion réduite des affaires collectives. C'est-à-dire que l'idée sur laquelle vous voyez toute intervention du collectif est une entrave à la liberté individuelle.
individuelle, vous la retrouvez ici. C'est-à-dire qu'il faut juste le collectif, c'est un petit groupe de gens qui s'en occupent. Voilà. Et puis les autres. Donc, vous voyez que, alors, vous avez remarqué que je parle de système représentatif et pas de démocratie représentative. Si je le fais, c'est de façon tout à fait délibérée, parce que je m'inspire ici de Bernard Manin, donc il a fait ce livre merveilleux, c'est le principe du gouvernement représentatif, qu'on devrait faire lire à tous les journalistes en ce moment en France qui ont la bouche remplie de démocratie représentative, sans comprendre que c'est une contradiction dans les termes, qu'il n'y a pas de démocratie si elle est représentative, comme l'ont compris ceux qui ont inventé le système représentatif, puisqu'ils l'ont inventé contre la démocratie. Maintenant, on va dire quelques mots. C'est ce que montre Bernard Manin, parce que là, on déteste encore. C'est pas. On peut l'appeler démocratie représentative si on a envie. Hein. Mais on peut à minima s'interroger sur ce qu'on appelle démocratie du coup. En tout cas, certainement pas pouvoir au. Donc, vous avez compris le modèle. Après, on passe à la réalisation institutionnelle démocratique, supplément. On a donc une société civile qui est auto-organisée, en particulier pour les éléments économiques, mais aussi pour les mœurs, etc. Conséquence de ça, ça va de soi, parce que comprendre la conservatisme, c'est donc la morale individuelle qui va régler les questions, l'essentiel des questions de nature de conflit entre les individus. Tout va être reconduit à la question de la morale individuelle. Voilà, il ne faut pas se tromper, la morale individuelle, on va associer avec la raison, les principes, l'éducation, etc. C'est pour ça que vous pouvez à la fois affirmer la liberté individuelle comme principe et être un réactionnaire sur le plan de la morale, parce que c'est la morale, vous en avez besoin pour dire comment ça fonctionne. Pourquoi? Parce que vous voyez, quand vous dites moi l'intérêt privé vous permet, c'est quoi mon intérêt privé? Plutôt, mon intérêt peut être de casser la tête, récupérer ton cahier, parce que j'en ai besoin, etc. Ça peut être mon intérêt. Ah oui, donc il y a intérêt, il y a forcément une propre politique, si ça s'auto-organise. Donc on voit bien que pourquoi ça ne se passe pas ça? Parce qu'on a de la morale. Donc ce qu'on rajoute pour faire tenir le système, c'est la morale. Toujours. C'est-à-dire que, bien sûr, l'intérêt privé, mais c'est la morale. Ça ne peut pas être du collectif, parce que ça ne veut pas dire quelque chose de plus fort que votre intérêt privé. Donc il faut que ça rentre dans votre tête. Dans votre tête, dans votre raisonnement, vous acceptez de vous comporter de telle ou telle façon, de façon à ce que vous montrez toutes les apories, à tous les moments où on est obligé de réintroduire du collectif pour que ça finisse par fonctionner. Parce qu'effectivement, ça ne fonctionne jamais, y compris dans le modèle de là. Ça ne fonctionne jamais uniquement sur la base de l'harmonisation spontanée des intérêts. Jamais, en réalité, bien sûr. Y compris philosophiquement, c'est là sur la niveau. Donc, un petit groupe de gens. Alors évidemment, le problème qui va être posé, désormais, c'est comment on sélectionne qui est ce petit groupe, qui fait partie de ce petit groupe. Et c'est là où se pose la question de la représentation, puisque, bien sûr, ce petit groupe ne peut pas ignorer, méconnaître les intérêts individuels privés des autres. Ils doivent en tenir compte, parce que c'est ça qui est le nœud du système. Donc ils doivent toujours être en relation avec les autres. Et c'est là donc où on a été chercher ce qu'on avait commencé à inventer au XVIIe siècle, qui est le système représentatif. On trouve chez Machiavel et chez d'autres. Et on le trouve pourquoi? Pour apporter une réponse politique à l'exigence démocratique. Parce qu'au XVIIe et au XVIIIe, la démocratie, ce n'est uniquement que ce que nous appelons la démocratie directe. C'est-à-dire la notion de représentation est contradictoire avec la démocratie. Au XVIIIe siècle, on n'associe pas les deux. Si il y a des représentants, ça ne dépend de démocratie. Parce que c'est pas moi qui vote directement, c'est quelqu'un qui décide à la place. Donc la fuite, ce principe n'est pas respecté. Donc le système représentatif, je le répète, est inventé contre ça. Lisez Montesquieu, etc. Vous voyez très clairement que le système. D'ailleurs, personne ne parle de démocratie représentative. Ils parlent tous de gouvernement. Pas de démocratie. Puisque tout le raisonnement repose sur du suffrage censitaire, etc. Parce qu'on aime bien les intérêts privés de tout le monde, mais on préfère les intérêts privés des propriétaires. Comme l'a dit Tocqueville, quand on parle de la profession de foi en 1848, quand il a été élu en Normandie, la République, c'est la propriété privée. Ça, on a mis des débats, et ça, tout est réglé. Bien. Le summum de l'intérêt privé, c'est la propriété privée. Bien entendu, c'est le droit de retirer la jouissance d'un bien à tous les autres. C'est le summum de l'intérêt privé. Vous comprenez maintenant pourquoi vous êtes encouragé à ce point-là à acheter votre logement. Parce que comme ça, vous êtes bien dans le système du bon côté et vous croyez que vous défendez la propriété privée, que vous défendez vos droits, alors que vous défendez le droit des plus puissants, bien sûr. Ceux pour lesquels la question de la propriété se pose dans des termes qui
qui n'ont rien à voir avec nous, qui sommes le plus souvent locataires de la banque pendant 30 ans. Ça, c'est quand même bien autre chose que d'être une propriété. Donc, le système représentatif du gouvernement représentatif, donc alors, représentatif comment? Alors, ce qui est génial dans mon cas de malin, c'est qu'il a été voir les débats aux États-Unis, au moment où ils font la Constitution et la Chambre des représentants. Comme ça, dans la vie, ce sont des représentants. Et alors, ils se sont posé le problème. Comment on va les désigner? Qu'est-ce que c'est? Comment on représente les autres? Alors, il y a deux grandes options qui sont défendues. La première, c'est certains qui disent, ils vont faire, eh bien, on va regarder les, je vais discuter avec dire dans nos termes à nous, les CSP. Il y a X% de boulangers, il y aura donc X% de députés boulangers. Il y a X% de petits commerçants, il y aura donc ainsi de suite. C'est un peu la proposition qui facilite, qui fonctionne. Pour être représenté, il faut qu'on. C'est ça, représenter. Donc il propose une définition. Et ceux qui vous valident disent non, on ne va pas faire comme ça. On va faire plus simple, c'est le vote. Avec le vote, après tout, les gens sont libres. Ils choisiront qui ils veulent. Si l'endroit où ils sont, eh ben, c'est pas un boulanger qu'ils veulent, ils veulent un riche, là, ils voteront pour le riche. Après, ils rajoutent quelque chose. Que les libéraux sont tous au fil. L'avantage aussi de ce système, c'est que pour faire campagne, pour être élu, il faut être connu, la notoriété. Qui a de la notoriété? Qui a le temps, etc. C'est les plus riches. Donc l'avantage de ce système, c'est qu'il va donner le pouvoir aux plus riches, donc aux mieux élevés, mieux éduqués, et ceux qui ne se tromperont pas avant vous. Et c'est cela qui gagne. Ces discours sont explicites, elles ne sont pas cachées quelque part, etc. C'est défini. Donc la justification de recourir à un vote libre pour désigner ses représentants, c'est pour avoir une minorité sociale au Parlement, de façon à ce que tout ça se passe avec des gens bien élevés et bien d'éduquer, qui ne se tromperont pas au moment de prendre des décisions, etc. D'accord? Et c'est pas grave, puisque s'il y a des intérêts individuels, il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas d'intérêt de classe, et donc il n'y a pas de problème de classe. Il va y avoir un intérêt de classe. Parce qu'il y a des classes sociales, terminez les libertés individuelles, parce que vous êtes obligé d'accepter une détermination du groupe, et à partir de ce moment-là, vous allez abandonner votre liberté individuelle comme réalité ultime de l'être humain. Vous êtes obligé de considérer que ça ne veut rien dire, qu'il y a autre chose derrière. Donc, le modèle représentatif qui est, je répète, consubstantiel au libéralisme de Benjamin Constant. Vous ne pouvez pas avoir le modèle libéral de Benjamin Constant sans un système représentatif, puisque seul, par définition, une minorité, et vraiment une minorité arithmétique, doit se préoccuper de la vie politique, parce que c'est pas ça qu'on a à faire. Ce qu'on a à faire, c'est de penser qu'à notre gueule. C'est ça. Nous-mêmes, c'est une converse. Point à la ligne. Donc, vous voyez que le système représentatif, donc, si vous suivez ce que je viens de dire, on peut considérer qu'il y a une contradiction entre le libéralisme tel qu'il est défini dans les Lumières écossaises et chez Benjamin Constant, par exemple, et la démocratie, puisque la démocratie qui est consubstantielle au libéralisme et la démocratie dite représentative, dont on peut se demander si elle est véritablement représentative. Avec le poids, je ne le refais pas, tout le monde le sait. Mais vous prenez le nombre de voix qu'a obtenu Emmanuel Macron, même au second tour, vous n'obtiendrez jamais une majorité arithmétique de la population, déjà, et même pas une corps civique déclarée, 44 000. Donc vous voyez que, et pourtant, il revendique l'application de 100% de son programme. C'est-à-dire que, vous voyez comment ça marche, c'est mystique, parce qu'il est élu par une minorité, tout le monde le sait, c'est pas caché, etc. Tout le monde le sait, et à la minute où il considère qu'il est élu, il est élu de manière quasiment contre un dieu, puisqu'il peut arriver et dire désormais, moi, c'est vous. C'est-à-dire, je suis vous, vous l'avez dans le coin, il a culminé, quand il a dit, les citoyens ne représentent qu'eux-mêmes, moi je représente tous les citoyens. Donc, il est jusqu'au bout de la logique. Puisque vous avez dit Jojo le gilet jaune. Donc il a été jusqu'au bout de cette logique, mais c'est la logique du système représentatif. Donc c'est pas parce qu'il est furieux ou qu'il se parle de Jupiter, aussi, mais c'est parce que c'est le système lui-même représentatif qui induit cette position. C'est le président de la sécurité. Voilà. Oui, mais les députés, quand on regarde, on pourrait dire exactement la même chose. La question de l'articulation, qu'on supplie le président de la République ou les députés de faire ce qu'on a envie, ça ne change rien au problème que je suis en train de poser. Il y en aurait un peu plus. On supplierait 577 personnes au lieu d'une seule,
la question posée qui fait qu'à un moment donné, ces gens, qu'est-ce qu'ils représentent, à part dire je suis votre représentant parce que j'ai été élu, ça c'est une définition tautologique. Pourquoi je suis un représentant? Parce que je suis un représentant. Et il n'y a pas de contenu, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire représenter? C'est représenter mon opinion de qui, etc. Je ne complexifie même pas avec les programmes, avec tout ce que ça implique. Il y a un paradoxe, il y a quand même des députés qui représentent quoi? Un parti et qui sont censés représenter la population. Vous pouvez voter pour quelqu'un sans nécessairement être d'accord avec le programme, et ainsi de suite. Donc, on voit d'ailleurs que cet argument de la représentation, on l'utilise aussi à Géométrie, dès qu'il s'agit d'un certain nombre de questions, on évoque tout de suite, parce que c'est la tête de bord. Et là, la main sur le cœur, ils arrivent toujours à vous dire, je sais que c'est minoritaire, mais au nom du bien commun, etc., j'ai préféré voter contre la tête de bord, etc. Donc, il y a la négation même du principe de représentation, ou plutôt sa vérité ultime, qui est que, à la fin, c'est moi, représentant, qui décide ce que j'ai envie de représenter, sans jamais avoir à me préoccuper de ce que je suis censé représenter. Voilà. Au nom des valeurs, de mon intelligence, de l'information. C'est une proclamation. Oui, c'est une magie sociale qui fait que quand Macron dit je suis président de la République, on le croit, parce que moi je dis je suis président de la République, vous n'allez pas me croire. Mais ça n'a pas de valeur. Il y a tout un décorum, une construction institutionnelle qui fait que nous accordons, nous sommes contraints à accorder une importance à quelque chose qui est une mystique sociale. Voilà. Il n'a aucune valeur, c'est une décision de lui donner tant d'autorité, mais ce n'est qu'un individu. Donc c'est la négation du libéralisme qui fait que tous les individus seraient libres dans leur volonté de vouloir, etc. Moi, je suis un République, il y en a un de la volonté, donc quand même les gens en plus, que la volonté des 65 ou 66 millions autres que lui. Donc, nous avons donc identifié le problème, c'est qu'en réalité, le problème du libéralisme, c'est sur l'obligation, parce que ça implique la démocratie représentative, et que la démocratie représentative, nous avons de bonnes raisons de penser qu'elle n'est pas représentative. D'accord? Donc, à partir nous arrivons donc au problème, nous avons donc localisé, c'est-à-dire que nous avons localisé le problème là, cet endroit, qui est que ce que négligent les libéraux, leur système soit cohérent, c'est l'existence de conditions préalables à la manifestation de liberté individuelle ou de la volonté libre de vouloir ce que je veux. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose avant. Et c'est pour ça que le débat n'est pas sans intérêt, dire je veux pas, etc. Mais il fait abstraction de ce qui y a avant. Il fait comme si, à partir du moment où quelqu'un dit je veux, alors il veut. Voilà. Alors évidemment, c'est gênant. Pourquoi c'est gênant? Parce que si je me pose comme ça, je suis obligé d'admettre qu'il existe des déterminants sociaux sur ma propre volonté. Et que, si je veux donc me débarrasser de ce libéralisme de la démocratie dite représentative, du gouvernement représentatif, je suis obligé de concéder que le libre arbitre n'existe pas. C'est la condition. Sinon, c'est le libre arbitre, alors on reste libéraux, il n'y a pas de problème. Sinon, la question du libre arbitre qui est posée, c'est telle que je viens de le dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Là, ça paraît philosophique, mais vous voyez, c'est-à-dire ce que je disais, on le reverra. On parlera à la philosophie, comment la démocratie est associée à une philosophie. C'est-à-dire une série de considérations générales sur les sociétés, les êtres humains, etc. Une explication générale du monde qui autorise ou interdit certaines formes de démocratie ou la démocratie tout court, comme on dit. Et la séance sur la philosophie, je vous montrerai comment, au XVe siècle, il y a des philosophies qui correspondent à la démocratie qui est maintenant, qui s'appelle le sophisme, qui a été discrédité par Platon, précisément parce que Platon est un philosophe hostile à la démocratie, qui passe tout son temps à fabriquer une philosophie contre la démocratie. Et donc, vous avez là des éléments de réflexion sur ce que peut être une philosophie démocratique. Mais, en tout cas, pour l'instant, identifions le nœud du problème, c'est la condition. Autrement dit, vous voyez que c'est un retournement potentiel. C'est l'existence d'un collectif qui permet d'envisager la possibilité de la liberté individuelle. Autrement dit, la liberté individuelle ne peut pas être sa propre garantie. Autrement dit, il ne suffit pas de dire je garantis à chacun de pouvoir être libre pour qu'il y ait liberté individuelle. Mais jusqu'au bout, ça veut dire qu'il y a donc des conditions qui sont nécessaires. Ces conditions vont au-delà de la seule question donc juridique, qui serait c'est les principes du Kant en classe, etc. Donc j'ai dit conditions sociales, on va en décliner quelques-unes, qui
sont simples. Bien entendu, tout ce qui concerne la reproduction matérielle de ses propres conditions, c'est-à-dire tout ce qui est l'économie. La question de la volonté individuelle ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur les moyens dont je dispose pour pouvoir être libre. Moyens économiques de sens large. Logement, accès à la nourriture, etc. Mais ça ne s'arrête pas là. Bien sûr qu'il y a l'éducation. Vous en avez parlé de ça. L'éducation est un élément décisif. Puisque pour qu'il puisse y avoir liberté individuelle et raison, encore faut-il qu'il y ait l'éducation. Et cette éducation ne va pas être neutre. Donc il faut que nous envisagions une éducation qui soit autre chose qu'un formatage. Une éducation qui sera en capacité de garantir la liberté de conscience des individus, tout le temps. Pas à la fin, parce qu'aujourd'hui, on vous prépare à, mais on vous prépare à dans une forme qui est tout sauf de la liberté individuelle reconnue. C'est au contraire la contrainte plus. Mais vous avez la promesse de la liberté. Puisque quand on dit l'éducation émancipe, c'est que c'est à la fin de l'éducation que vous serez émancipé. Vous n'êtes donc pas émancipé au départ, et progressivement, vous êtes émancipé au point de ne plus avoir besoin d'éducation. C'est le modèle de l'éducation le plus traditionnel. Bien. Donc, l'éducation est une autre thématique indispensable à la liberté individuelle. Vous voyez que, en réalité, ce que nous sommes en train de commencer à voir, c'est que pour qu'il y ait des individus libres, il faut au préalable un collectif. C'est-à-dire que la faille première du raisonnement libéral est souvent de considérer que le collectif est la somme d'individus, que donc les individus sont au départ. Le raisonnement qu'on est en train de voir, le raisonnement qu'on développera dans temps-là de démocratie et socialisme, c'est donc le présupposé de départ des socialistes. Historiquement, c'est qu'il y a d'abord la société comme totalité, il n'y a pas de société civile, il y a d'abord la société, que c'est à partir de la société que je peux penser les individus et donc poser le problème de leur liberté. Autrement dit, la liberté que nous défendons, c'est la liberté d'un collectif permettant aux individus d'être libres. C'est ça la liberté dont nous parlons. C'est donc pas la liberté de faire ce que je veux. C'est pas la liberté d'aller au supermarché, la liberté de faire cours, quand il y a grève, ça n'a strictement aucun sens. C'est la liberté, donc c'est les conditions, pour le dire autrement, c'est les conditions qui permettent la liberté individuelle. Il y a donc effectivement non pas quelque chose de plus important que la liberté, mais la liberté, c'est pour ça que c'est là, pas les libertés, la lacune, que la liberté, c'est justement la somme des conditions qui permettent à l'individu de vivre. Il y a donc bien quelque chose qui relève du collectif. Et pour ça, vous voyez, pour arriver à cette idée, vous devez balayer, récuser les principes de base du libéralisme, et en particulier l'idée que la somme des individus fait le collectif. Ça veut donc dire qu'il existe autre chose que les individus, qu'il y a une réalité indépassable qui s'appelle le collectif, le social, que cette réalité est irréductible des individus qui la composent. Et là, on revient à la question de la Constitution qu'on avait posée tout à l'heure. Si je considère que la Constitution n'est que la somme des constitués, alors je peux considérer que, effectivement, c'est un problème de liberté individuelle. Et si je considère la prostitution comme un fait social et pas comme un fait, une somme de faits individuels, alors je ne peux plus regarder la Constitution de la même manière et certainement pas comme la manifestation de liberté individuelle. Une fois encore, je ne tranche pas le débat. Alors, est-ce qu'il faut penser, je vous montre comment les choses peuvent être enchaînées, articulées les unes avec les autres. Vous voyez que tout à l'heure, c'était délibéré, on a parlé de la Constitution, mais en fait, nous avons parlé des constitués, pas de la Constitution comme fait social. C'est-à-dire qu'on produit par une société à un moment donné, en particulier comme une société de domination masculine. Parce que la première manifestation de la Constitution, je disais là, avec 90%, etc., d'ailleurs c'est fini par une intervention en disant que les hommes ont le droit d'aller voir les constituer et les femmes ont le droit de se constituer, à la formulation, c'était particulièrement pareil, et que ça s'exprime, et c'est pas faux, hein, parce que c'est vrai, dans une certaine manière, l'idée d'une construction sociale. Donc on a réduit, sans réfléchir, la constitution non constituée, et donc à partir de là, je peux poser le problème d'une autre façon. Mais si je dis la constitution, au sens strict, c'est un fait social, et le fait social, si je l'entends en tant que fait social, je ne peux l'expliquer qu'avec d'autres faits sociaux, et plus avec des réalités individuelles, et donc, effectivement, ça va échapper
interroger, on peut, dont on voit aujourd'hui le caractère non démocratique pété au visage, hein, c'est-à-dire ça n'a jamais été aussi évident pour tout le monde, je veux dire de manière radicale. Ça fait longtemps que vous dites oui, mais quand même, pas vraiment, etc. Sauf que là, vous avez mise à nu ce dont on parle quand on parle de démocratie représentative. La BAC, les CRS, et ça, tout d'un coup, ça devient extraordinairement concret et clair. Ce dont on parlait quand on parlait de démocratie, l'ordre républicain, etc. Ça veut dire que, enfin, en tout cas pas pour moi, il faut jeter la République avec l'ordre républicain. C'est assez intéressant de voir ce qu'il y a derrière. Effectivement, l'ordre républicain tel qu'il est défini est ici avant tout un ordre social, pas un ordre politique, et que ceux qui prétendent défendre l'ordre républicain défendent en réalité un ordre social. Et donc la domination sociale de certains sur le plus grand nombre. C'est ça dont il s'agit, et nous voyons donc tout ce qu'il y a derrière. Maintenant que tout ça est mis à vue, maintenant que tout le monde a bien compris que les titres qui se font passer pour nos représentants ne comprennent rien du tout à rien, vous voyez qu'il y a un ministre qui ne sait même pas qu'on peut bouffer au restaurant pour moins de 100 € par personne, non, 120, il dit ça comme ça, en disant effectivement quand on gagne 900 €, c'est pas facile d'aller au restaurant quand avec les prix à 200 € à 220. On dit que ce type, il n'y a même pas un copain qui lui dit un jour, excuse-moi, mais moi je ne peux pas aller au resto avec toi à 100 €. Ouais, mon resto en général, il est à 12 et je trouve que c'est un peu cher. Ça nous fait comprendre de quoi on parle quand on dit que ces gens sont nos propres représentants. Parce qu'après tout, que X, Y, Z gagnent de l'argent et les moyens d'aller au restaurant à 100 €, c'est une autre question. Il faut se la poser aussi, c'est là. Mais c'est une autre question. Et qu'il n'ait même pas conscience de ce qu'il dit quand il dit ça. Alors que 85% des restaurants Michelin sont à moins de 50 € le menu. 85 Michelin, on ne parle pas du kebab du coin, etc. 85%, donc vous voyez sur quelle planète il vit, c'est-à-dire qu'il va dans des endroits que, évidemment, nous ne connaissons pas, mais voilà, je répète, ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive là, vous voyez bien que ce que nous avons à réfléchir, ce n'est pas nécessairement de dire, alors voilà, on va tous aller, on va faire Assemblée Générale tous les jours au rond-point, etc. Ce que nous devons au moins retenir de cet épisode, c'est la désintoxication collective de l'idée des représentants. Et les dangers qu'il y a à déléguer la parole à des individus. Voilà, c'est ça que nous voyons. Parce que nous comprenons ce qui se passe depuis longtemps en raison même de la délégation de parole. C'est-à-dire que ces gens ne nous représentent pas. Nous leur avons délégué. Ce sont nos délégués. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que nous leur avons délégué? Notre souveraineté de ce qu'est la démocratie. C'est ça qu'on voit. C'est-à-dire que nous ne leur avons pas, en réalité, le fonctionnement, c'est celui-là. Ils ne nous représentent pas, ils ne viennent pas nous voir en disant, oh voilà, j'ai une loi un petit peu la compliquée en ce moment, on est tous prendre, je vais vous demander ce que vous pensez, etc. C'est complètement de représentants. Ah, donc 50 députés de la République en marche décident de s'abstenir sur la loi anti-casseurs, etc. Ils n'ont pas été voir dans leur circonscription pour savoir ce que pensaient les gens, si ça leur posait problème, à minima. C'est-à-dire, on a été élu sur l'étiquette, cette étiquette, la majoritaire fonctionne comme ça, là j'ai envie de la franchir. Bon, je vais quand même aller me renseigner. Il n'en est jamais question. Donc, croire que le problème que nous affrontons est un problème de représentation, c'est se tromper. Notre problème n'est pas la représentation, mais bien le système représentatif. Ce qui ne veut pas dire que nous n'allons pas inventer un jour un système avec des élus, etc. Mais, à minima, nous aurons, comme le souhaiter, réfléchi à nous offrir la question de la représentation, et en tout cas, pas confondu la question de la représentation avec la délégation permanente de notre pouvoir de citoyen à des individus qui sont contre-foot. Voilà. Mais institutionnellement, c'est pas un problème moral. Hein. C'est institutionnellement, ils n'ont pas besoin de s'en préoccuper parce que finalement, la réalité du système électoral, c'est que nous ne disons pas à représentants, mais nous déléguons de façon permanente notre pouvoir. Parce que l'illusion d'élection tous les 5 ans donne l'impression que nous aurions le choix. Parce que c'est ça la phrase suivante. Hein, c'est pendant 5 ans que tu vas faire. Et puis, à la fin de mon mandat, tu pourras éventuellement me dire si tu étais content ou non. Ce qui veut dire que pendant 5 ans, on assiste à un certain nombre de choses, avec quoi on peut être en profond désaccord, sans avoir, a priori, démocratiquement, l'occasion de protester. Vous voyez, donc, la représentation telle qu'elle est définie aujourd'hui est une captation de pouvoir, c'est la négation de tout principe démocratique. Voilà. Donc, c'est ça qui est en question aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils ont tous accroché à ce point-là, que tout est mis à nu, la presse, les syndicats, etc., parce que tout le monde voit comment ça fonctionne et comment un certain nombre de gens, pas que des députés ou des hommes et des femmes collectives, ont une forme d'intérêt à un système représentatif qui leur garantit une forme de position et donc une contribution supérieure à celle des simples citoyens à l'élaboration de l'intérêt général.
Autrement dit, c'est la conclusion, notre responsabilité collective, c'est de se réapproprier la définition de l'intérêt général. C'est ça qui nous a été tellement volé, si tant est que ça nous a été reconnu un jour, c'est cette égale capacité que nous avons les uns et les autres, les unes et les autres, à contribuer de manière égale à la définition de l'intérêt général. Aujourd'hui, nous avons des spécialistes de l'intérêt général qui passent notre temps à nous expliquer ce qu'est notre intérêt. Voilà. Ou alors, ils nous reconduisent à nos intérêts privés. Tu manifestes parce que tu veux consommer, etc. Ça, c'est le regard des bons bourgeois sur les pauvres. Les pauvres, ils ont pas de conscience morale, c'est des estomacs sur pattes, et vous voyez, quand on fait des réunions sur les ils se battent comme des chiens, on n'en est pas rien. Donc, l'écologie se fout totalement du climat, vous l'avez sous les yeux. Comment? Mécaniquement, ce qui est un jugement social qui est passé dans les institutions. Parce que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire le déni, tous les dimanches, à table, dans les bonnes familles, le déni de l'intérêt général du plus pauvre, c'est celui des patrons du 19e siècle qui disaient, mais à quoi bon, lors d'un dimanche, ils vont boire. Et quand ils vont boire, ils vont battre leur femme. Je vous rappelle que les mêmes arguments étaient entendus au moins de 35 heures. Alors, dans les pages de 35 heures, on dit, ben voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce temps gagné? Ils vont boire, ils vont frapper leur bonne femme, ils vont mieux quand même du travail, parce qu'au moins, voilà, nous on s'occupe du reste. Donc vous voyez comment cette délégation, qu'on a évoquée tout à l'heure avec la philosophie de Benjamin Constant, vous la trouvez à d'autres niveaux, mais son cœur même, c'est social. C'est-à-dire que c'est une manière de neutraliser ou de sublimer philosophiquement une pensée qui est une pensée extraordinairement frustrante, qui est la pensée de tous les dominants. C'est-à-dire seul un petit groupe de gens, nous, les Guédéndés, les Coudray, etc., nous sommes en capacité de nous préoccuper de l'intérêt général. Si vous avez toujours pas persuadé, regardez il y a quelques semaines, dans le monde, il y a eu un petit portrait de couple de gilets jaunes, et vous regardez les réactions du lectorat du monde, insultant ces gens, en disant mais pourquoi ils ne font pas d'économie, pourquoi cette femme ne fait pas une formation le soir, etc. Et vous avez là, mais vraiment exprimé le jugement le plus ordinaire des puissants sur les autres, qui est de dire mais pourquoi tu ne sers pas la ceinture, etc. Oubliant que pour pouvoir restreindre sa consommation, encore faut-il pouvoir se poser la question de la restriction de la consommation. Il n'y a pas de liberté individuelle, je ne peux pas librement décider de restreindre la consommation. Si je suis à découvert à 18 mois, si mon problème dernier, c'est précisément de consommer et pas de restreindre la consommation. Vous voyez comment tous ces problèmes-là sont reliés qu'à la fin, que vous retrouvez mis à nu, c'est une structure ordinaire de domination sociale, appuyée aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la domination masculine, qui est, de mon point de vue, la peau ultime du système qui fait tenir tout le reste. C'est pour ça que le féminisme a toujours été, et peut-être plus encore aujourd'hui qu'hier, une arme de combat pour la démocratie, à la condition que le féminisme ne soit pas la combat des femmes, bien entendu, mais un projet universel alternatif. Le jour où les féministes se définiront comme des universalistes alternatifs de l'ordre masculin dominant, on aura sans doute gagné beaucoup d'armes et on aura retrouvé des outils pour penser ce que nous avons. Donc, la prochaine fois, on passera à la version socialiste, on verra si les socialistes Pour ceux qui sont intéressés, Benjamin Constant, le bouquin c'est Écrit politique. Voilà, c'est sa conférence, Bernard Manin. Et Bernard Manin et Marie-Michel, principe du gouvernement représentatif. Voilà. Merci beaucoup Christophe pour cette brillante présentation. Merci à tous, bon retour. Je vous rappelle que nous avons un petit chapeau à votre disposition.